Et on est de retour pour cette superbe émission et pour l'exclusivité. Oui, on est les chanceux à voir la première fois pour la sortie de leur livre Les Soulèvements de la Terre. On va discuter avec deux militants des Soulèvements de la Terre à l'occasion de la sortie du livre Première Secousse qui est sorti aux éditions La Fabrique. Là, ça fait combien de temps? Ça fait une semaine qu'il est sorti, c'est ça? Un peu Il plus. est sorti le 19 avril. Donc ça fait 2 semaines, on va discuter de tout ça. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir deux militants de Soulèvement de la Terre. Vous avez aussi participé à l'ouvrage, j'imagine. Il y a d'abord Elsa. Bonsoir Elsa. Salut, enchantée. Et Jojo. Bonsoir Jojo. Salut, parole d'honneur, et merci pour l'invitation. Merci à toi. On s'était déjà rencontrés à l'événement avec les Antifa. Pour m'accompagner durant cette discussion, j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés tout d'abord Azadi. Ça va Azadi? Ça va et toi? Tu es très on voit ton sourire malgré le masque. C'est Je mignon. suis content d'avoir Soulèvement de la Terre avec nous, c'est bien. Ouais. On est comme ça, nous on parle avec tout le monde. Et Ahmed, ça va? Bah évidemment, ça va. Tranquille? Bien. On t'a déjà vu? Ouais, je crois que tu avais déjà fait une perme où il y avait Ouais, une question d'agriculture aussi. Ouais, sur les agriculteurs. Parce que c'est un peu ton domaine. Ouais, les paysans et tout. Là, les bouseux, moi j'aime bien. Ouais. Vous avez lu le livre. Vous avez lu le livre, vous deux. Vous avez fait vos devoirs. Évidemment, on a fait les évidemment. devoirs, ouais. Je le représente comme Très, ça. très bien. Vous l'avez fini. Ouais. Ouais. Donc c'est super, vous allez pouvoir m'aider. Moi, la première question que je voudrais vous poser, c'est justement sur le livre, c'est d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Et surtout, moi, c'est en termes d'organisation. Comment on fait pour écrire un livre quand on est un peu une organisation un peu nébuleuse, où on voit en lisant le livre qu'il y a aussi des discussions en interne, des débats. Voilà, il y a des choses, c'est ce qu'on va discuter, qui ne sont pas encore claires, même entre vous, que vous proposez de débattre. Donc, comment ça se passe pour écrire un tel livre dans cette situation? Eh ben, déjà, faire le livre, ça nous a poussé à sortir de notre régime d'énonciation habituel, où on est plutôt à écrire des tracts, des appels, à raconter ce qu'on a fait pendant des actions, à faire des interventions courtes. Et là, ce livre, ça a donné lieu à un processus collectif interne qui nous a permis d'approfondir nos positions politiques ensemble. On l'a écrit à plus d'une quinzaine de mains. À chaque étape de l'écriture, il a été relu par un ensemble de camarades qui faisaient des commentaires dans un sens, dans l'autre. Et en fait, ça nous a permis aussi d'avoir des discussions politiques de fond qu'on n'avait pas forcément eues pendant nos 3 ans d'existence. Pour certaines, on les avait eues. Et pour d'autres, c'était l'occasion de mettre ça dans un livre, d'approfondir un peu une réflexion en cours. C'est pas un manifeste avec des affirmations définitives. C'est plutôt un état des lieux de nos réflexions. Et il est construit un peu autour de récits où on part d'abord de ce qu'on fait, des actions qu'on organise. Ces récits donnent lieu à des hypothèses politiques. Donc on appelle ça hypothèse justement parce que c'est pas des points, c'est pas un programme, quoi. C'est plus des lignes qu'on essaye de pousser si on pousse plus loin la logique de nos actions. Et puis ces hypothèses, elles nous mènent à des paradoxes. Parce que forcément, quand on essaye quelque chose, ça met au jour des contradictions, des paradoxes qu'on essaye d'exposer, sans forcément chercher à les résoudre, mais juste à montrer comment ils nous travaillent. Et puis, il y a aussi des positions dedans, parce que l'écologie, le champ politique de l'écologie, c'est un peu aussi un champ de bataille, avec des conceptions très différentes sur la question de la nature, sur la question du rapport à l'État, sur la question du lien avec les questions sociales et coloniales. Et du coup, on avait envie d'essayer de dénoncer un peu toutes ces choses-là dans ce livre. Mais c'est aussi que les Soulèvements de la Terre, on est d'abord un mouvement centré autour de l'intervention pratique, quoi, de l'organisation d'action. C'était vraiment ça aussi le point de départ des soulèvements. Et ça précédait en fait le fait d'avoir des grandes hypothèses, voyez, stratégiques ou politiques, hyper élaborées ou hyper affinées sur un certain nombre des questions qui agitent notre camp, quoi. Voilà, sur, je sais pas, la question du rapport à l'État, du rapport à la violence, du rapport à la gauche, du rapport à l'organisation. Et que en fait, c'était plutôt en faisant d'abord un peu abstraction de ces grosses questions-là que le pari un peu pragmatique des soulèvements, il a pris. Mais que aussi, voilà, c'est maintenant un mouvement qui a 3 ans et que en fait, c'est aussi des questions du coup qui commencent à se poser à la fois en interne, à la fois en externe aussi dans nos rapports avec les différents collectifs, organisations avec lesquels on s'allie. Et que du coup, ce livre, c'était aussi l'occasion de venir raconter un peu l'histoire de la construction de ce mouvement et puis de commencer à venir un peu énoncer des choses sur ces
ces grands sujets-là. Et peut-être dire que c'est... Enfin voilà, il y a des paradoxes, il y a des contradictions. Et dire que c'est des paradoxes, des contradictions sur un certain nombre de sujets qu'on va déplier ce soir, mais qui sont les nôtres, qu'on se pose en interne, mais aussi qu'on estime que c'est voilà, les paradoxes et les contradictions de notre camp en général. En tout cas, qu'un certain nombre de mouvements se posent quoi, sur la question de l'État, de l'organisation, et qu'on vient mettre un peu une pierre, une contribution au débat, quoi, depuis là où on est. Et peut-être aussi, pour compléter ce que tu dis, Elsa, si on avait dû se mettre d'accord à l'avance sur quelque chose de l'ordre d'un programme, jamais on n'aurait agrégé une telle diversité de forces où il y a à la fois des paysans, différentes franges de l'écologie, des autonomes, des habitants qui résistent près de chez eux à des projets. Et donc c'est pour ça, dans le livre, en forme de boutade, on cite ce proverbe des paysans du Poitou. Dans la vie, il y a les disous et les faisous. Et c'est vrai que nous, on est plutôt du côté des faisous et qu'on essaie de partir de ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'invention théorique majeure dans le livre, il n'y a pas d'idée radicalement nouvelle. Par contre, ce qu'on essaye de faire et qui nous semble important, c'est de relier ces idées et ces hypothèses à des pratiques concrètes, à des tentatives réelles qu'on a faites dans nos luttes ces 3 dernières années. Mais c'est vrai que c'est pas un livre à proprement parler théorique, on pourrait dire, mais qui est un livre qui vous ressemble, c'est-à-dire un livre de pratique qui s'interroge sur sa pratique, sur l'impact de telle action ou de telle autre et des relations qu'il peut avoir avec les autres champs de lutte. On va en parler pendant l'émission. Juste alors, un avis général sur le livre, vous avez lu Alors moi, je l'ai lu et je connaissais déjà les soulèvements de la Terre un peu avant, enfin, je les ai côtoyés. Et donc, ce qui est bien avec ce livre, c'est que l'expérience que j'ai vécue avec les soulèvements de la Terre, je la retrouve dans le livre, et donc c'est pas facile. Et je trouve que ton point de vue est excellent sur le livre. C'est vraiment un récit qui leur ressemble exactement. On a plusieurs actions qui sont expliquées, qui commencent à 3h du matin. On est avec eux, on les suit. En fait, c'est très bien fait. C'est écrit de manière très simple. Ça fait du bien de lire ça aussi, parce que en plus, la maison d'édition de la Fabrique, c'est souvent des livres très théoriques, très profonds. C'est intéressant, mais un livre comme ça fait du bien. Et en même temps, c'est pas non plus simplement un récit de faits. Il y a toute une réflexion interne sur des questions, comme disait Elsa. C'est des questions qui touchent tous les champs politiques quasiment, sur l'organisation, sur aussi la forme action. La forme action est très spécifique au soulèvement de la Terre, et c'est assez comment dire, c'est nouveau aussi dans le sens où c'est une des rares organisations de cette ampleur qui prône l'action et qui du coup peut avoir autant d'actions qui ont pu fonctionner ou pas, et ils peuvent en faire un récit et peuvent en faire un témoignage, et que nous autres militants qui sommes à l'extérieur de soulèvement de la Terre, on peut aussi, je trouve, lire ces témoignages et se dire mais comment ils ont fait quand ils étaient encerclés par tel nombre de gendarmes, ensuite ils ont réussi à les encercler de l'autre côté, ensuite comment ils ont fait pour s'organiser, pour amasser autant de gens, comment ils ont fait vis-à-vis de leur possible dissolution il y a un an, après Sainte-Soline. Il y a toutes ces questions-là qui sont répondues, et en même temps il y a des questions théoriques qui sont aussi abordées avec des points de vue comme ils l'ont très bien dit, des points de vue divers, c'est-à-dire que le livre montre aussi en interne une diversité de points de vue qui fait du bien, tu vois, c'est pas juste un point de vue direct. Donc moi j'ai adoré ce livre, donc foncez l'acheter, bien sûr. Il y a des questions transversales, je pense notamment là, ce qui me vient en tête, la question de la verticalité ou l'horizontalité. Alors vous avez résolu, c'est la diagonale. C'est la transversale. On en reparlera. Ahmed. Du coup, écoute, moi franchement c'est un livre, j'ai été surpris, agréablement surpris, parce que du coup j'ai fréquenté ces espaces-là il y a quelques années, et aussi j'ai vu l'évolution, notamment sur la prise en compte des questions anti-impériales et anti-coloniales. Et franchement, c'est presque trop central dans le livre. Ce serait peut-être une critique. Non, mais on va... C'est la première fois qu'on nous dit ça. Vraiment, les gens tatillons. Alors, si j'ai une critique, c'est que c'est trop anti-impérial. Non, mais on en reviendra peut-être dans la discussion, mais justement, je pense qu'il y a peut-être un truc où vous prenez pas assez la question de la fascisation des paysans actuellement. Et en tout cas, moi, ça me fait extrêmement peur. Mais j'ai été surtout que de chemin parcouru entre... on va dire à une époque où il y avait une diversité de pratiques qui ne se rencontraient pas. Et là, vous avez réussi à faire en sorte que des gens qui parfois se détestaient arrivent à fonctionner ensemble. Ce que nous, on aura sans doute peut-être aussi à apprendre, vu l'histoire de notre camp politique. Donc voilà, agréablement surpris. Je suis désolé, Mariam qui m'appelle en plein live, désolé. Mais oui, moi, j'ai aussi adoré le livre. Moi, je suis aussi été surpris. Déjà, je trouve que c'est un signe d'époque sur les livres écolos, mais qu'on retrouve chez vous, mais chez plein de livres écolos, c'est qu'il est plus sujet
de montrer l'ampleur de la catastrophe, de montrer que la catastrophe... On n'essaie plus de le démontrer. J'ai l'impression que c'est devenu une vérité pour tout le monde le sait. Et maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai l'impression que pour vous, il y a 2 points principaux là-dedans. Déjà, il y a l'idée de... ce que j'aime beaucoup, c'est l'écologie terre à terre. Je vais vous laisser expliquer ce que vous entendez par ça. Mais j'ai l'impression que pour vous, il y a l'idée de se rendre audible, en fait. Bon, quand on parle de changement climatique, pour les gens, ça a l'air un peu... abstrait et tout, et comment leur parler des choses qui les touchent et de leur rendre ça accessible et aussi avoir l'impression de pouvoir agir. Et j'ai l'impression aussi que ce qui traverse tout le livre, c'est que vous répondez en fait à toutes les critiques qu'on a pu faire sur le mouvement écolo et que vous dites, bon, ok, on nous dit par exemple qu'on est trop, trop moral, qu'on est trop détaché, qu'on est trop dans le punitif, et que vous dites, ok, on va prendre l'occasion de répondre à tout ça. Donc déjà, je voudrais savoir sur le truc écologie terre à terre, c'est un truc qui revient beaucoup dans le livre. Déjà merci pour les retours, c'est chouette. Ouais, sur l'écologie terre à terre, j'ai l'impression que c'est aussi que on sortait d'une séquence en fait où disons que la question écolo, elle avait été beaucoup posée par le mouvement climat, en gros les mouvements de jeunesse pour le climat, depuis une écologie très scientifique en fait, depuis voilà les rapports du GIEC, depuis cette écologie des courbes du système Terre, d'un système Terre pensé comme un système global, etc., dont on viendrait montrer un peu les points de bascule, les déséquilibres globaux, etc. Et que en fait, cette écologie-là, ça, c'est pas nous qui disons, c'est aussi nos camarades des mouvements climat qu'on a eu, avec lesquels on s'est organisé au sein des soulèvements, mais qui nous disaient en fait, c'est une manière de penser les questions écologiques qui nous projettent sur un plan. Qui est le plan du climat, de la planète, de la Terre avec un grand T. Et en fait, c'est un plan qui est complètement écrasant. En fait, à cette échelle-là, on n'a aucune prise. En fait, ce à quoi ça nous pousse, si on veut intervenir sur le climat, l'ensemble du système Terre, c'est en fait de nous adresser à nos gouvernements et de leur demander d'agir avec leurs moyens techniques et technologiques, donc de la géo-ingénierie, etc. Et que du coup, c'est une forme d'écologie en fait qui est quand même particulièrement dépolitisante. Voire même qui peut nous pousser à demander plus de contraintes gouvernementales, plus d'actions techniques, technologiques, et qui nous prive en fait de capacité d'agir, de construction de rapports de force. Et c'était aussi un des constats des mouvements climat et de nos camarades de ces groupes-là, donc Extinction Rebellion, XR, qui ont fait des grandes marches très massives d'ailleurs, mais qui en fait ont jamais vraiment réussi à obtenir quoi que ce soit, quoi. C'était en fait aussi une forme d'impuissance, quoi, de se dire en fait on vient demander à nos gouvernements de prendre conscience de la catastrophe et d'agir, alors qu'en fait ils ont parfaitement conscience de la catastrophe et d'ailleurs ils défendent des intérêts particuliers dans cette catastrophe-là. Et du coup l'idée de faire redescendre l'écologie sur Terre, c'était de ne pas prendre la question du climat en fait comme question politique, mais se dire plutôt la question de la Terre au sens du sol, quoi, du sol sur lequel on habite, du sol sur lequel on vit. Et pourquoi la Terre, je dis juste ça, puis après je te laisse déplier, c'est que aussi la question de la Terre, il y a plein de raisons, mais c'est que déjà c'est une question qui est fondamentale en fait, la question du foncier agricole. Aujourd'hui en France, il y a la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici à 10 ans, et du coup toutes ces terres en fait qui vont partir soit à l'agrandissement dans des grandes fermes, usines du complexe agro-industriel. 60%, c'est combien de pourcentage des terres qui vont être données? Je crois que dans le livre, vous dites 60%, je crois, non? Depuis jusqu'à 2030, un truc comme ça? C'est la moitié des exploitants qui va partir à la retraite. Après, les évaluations, elles varient, et c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais c'est un pan très significatif des terres agricoles en France. Ouais. Et peut-être on peut présenter un peu le mouvement, peut-être on peut dire comment ça se traduit, ce truc d'écologie terre à terre. Tu peux peut-être dire des mots là-dessus. Vas-y. Ok, j'y vais à politesse. Vas-y. Tu as l'air d'avoir une idée. Non, j'ai pas une idée. Non, mais c'est juste que comment ça se traduit concrètement, cette hypothèse de partir du foncier, c'est de mener des actions sur 2 axes thématiques que sont le bétonnage et l'accaparement des terres par le complexe agro-industriel. Et de réunir pour ça une certaine composition qui sont d'un côté des habitants et des habitantes en lutte par chez eux contre ici un projet d'autoroute, ici un projet de ligne grande vitesse, ici une extension de centres commerciaux qui vont du coup détruire des terres agricoles et des espaces naturels. C'est de réunir aussi
à leur côté toute une frange du syndicalisme paysan, et notamment nos camarades de la Confédération paysanne, qui portent une lutte et un combat contre l'accaparement du foncier et la concentration des terres agricoles entre les mains de quelques grosses sociétés capitalistes. C'est aussi agréger toute une jeunesse qui s'est levée par les marches climat et qui n'a pas eu besoin de nous pour saisir l'impasse que tu décrivais sur le fait de s'adresser au gouvernement, qui leur font une petite tape dans le dos, genre c'est très bien, c'est super, vous êtes gentils, mais qui leur donnent rien, et qui du coup se sont tournés vers notamment les luttes territoriales et d'autres formes d'action, on va y venir. Et puis aussi toute une frange des mouvements qu'on a pu qualifier de mouvements autonomes qui ont émergé ces 10 dernières années en France et qui ont essayé de pousser dans le mouvement social à la fois à des formes de conflictualité, à des formes d'auto-organisation à la base. Et donc, chacune de ces forces se heurtait seule à ses propres limites. Donc, tu l'as dit, par exemple, pour la question de la jeunesse climatique. On peut dire, par exemple, pour nos camarades de la Confédération paysanne et le syndicalisme agricole, qu'ils sont très nombreux et nombreuses à être conscients d'une forme d'impasse co-gestionnaire dans un système où ils restent minoritaires et ils n'ont pas voix au chapitre. On peut dire aussi, du côté de tous les mouvements autonomes, qu'effectivement, il y a une force à diffuser tout un tas de pratiques à la fois offensives et d'autodéfense, mais que même si ces pratiques sont diffusées, généralisées et sont plus largement acceptées, elles n'ont pas non plus permis de faire gagner des mouvements forts, quoi. Et que les habitants de chaque territoire, on voit bien aussi que c'est des luttes extraordinairement formatrices, importantes, qui constituent des communautés d'habitants qui se retrouvent. Mais en même temps, une fois qu'on a sauvé 1200 hectares à la ZAD contre un aéroport, ça ne doit pas nous empêcher de voir que dans le même département, ils en bétonnent 1200 par an. Et donc, le pari, c'est l'idée que ensemble, peut-être que c'est possible de dépasser chacune de ces impasses et de ses limites. Et donc, pour ça, de partir de la question de la Terre et d'utiliser 3 régimes d'action. Mais aussi sur la question de la Terre, ce qui est intéressant aussi avec cette entrée-là, c'est que du coup, c'est aussi un sujet qui est hyper transversal, qui nous permet à la fois de parler des questions, des questions sociales, en fait, liées à la question des moyens de production, de la subsistance, de comment on a été aussi dépossédé de nos moyens de subsistance, en fait, et rendu à une condition de salarié, etc., dépendant du salariat. Ça permet de parler des questions des luttes territoriales, donc comme tu le disais, Jojo. Et puis, ça permet aussi de parler de questions coloniales, parce qu'en fait, quand même... toutes les entreprises étatiques coloniales, elles se sont toujours fondées sur des formes de prise de terre, quoi, et d'appropriation des terres. Et du coup, c'est aussi un axe qui nous paraît être intéressant à déplier, quoi, dans toutes ces potentialités pratiques, stratégiques. Et ça ne veut pas du tout dire que c'est la cause prioritaire ou je ne sais pas quoi. Vous voyez que ça refait une espèce de hiérarchie des luttes et que ce serait la lutte pour la terre. C'est nous, depuis là où on a choisi cet axe-là pour agir et intervenir, quoi. Et c'est un axe qui nous paraît assez riche. Vous voulez rebondir sur... Non, je pense qu'ils ont présenté sur la Terre, c'est juste une présentation de la forme, mais c'est vrai que c'est que, comme tu le disais, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est un soulèvement. Le soulèvement, c'est aussi un bon terme parce que ça vient à la suite d'une histoire pour le mouvement du climat, et de tous différents mouvements, d'une histoire aussi politique où tu assembles des autonomes, il y a eu des ZAD, enfin tout un ensemble de populations qui vont se rassembler dans un mouvement. Et quand tu lis le bouquin, justement, ils expliquent l'origine même des soulèvements, quand c'est une réunion avec différentes... chacun vient de ces horizons politiques, et c'est assez beau de dire qu'il y a cette fusion un peu de différents mouvements qui veulent enfin avoir des résultats. Et à remarquer aussi, c'est aussi un des rares mouvements écolos en Europe qui a ce pouvoir-là. Il y en avait un aussi en Allemagne, NDGLND, c'est comme ça qu'on prononce, ouais. Mais qui commence à perdre prise, qui était le plus grand. Mais là, les soulèvements de la Terre sont parmi les mouvements européens, tu vois, un des plus conséquents, notamment, je pense, grâce à ce que vous appelez la composition, composée avec différentes forces. Et donc, je trouve que c'est exactement ce que vous disiez. Et la Terre, comme origine, c'est toujours... Peut-être essayer d'éclaircir quelque chose pour le chat, mais genre les soulèvements de la Terre, ils ont un fonctionnement qui est à peu près unique, je pense, en France, dans les groupes politiques. C'est la désobéissance de masse. Donc, ça veut dire ça va être
1000, 5000 personnes, 30 000 je crois, Sainte-Soline. Mm. Voilà, 30 000 personnes qui vont arriver et qui vont fonctionner ensemble pour essayer de ce que vous appelez le désarmer, grosso modo, le capitalisme et les machines, enfin toutes les infrastructures qui détruisent la Terre. Ouais. Et donc ça c'est quand même assez unique. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi éventuellement ce choix-là plus qu'un autre cette forme-là. Oui, voilà. Bah oui, sur les modalités d'action, du coup, donc il y a les modalités d'action des soulèvements, c'est 3 modalités d'action, c'est les occupations de chantier ou de terre, c'est les blocages de chantier, et c'est ce qu'on a appelé le désarmement, donc qui consiste en fait à des formes d'action impactantes sur des chantiers, quoi, de démantèlement massif et collectif des infrastructures du désastre, en gros. Et nous, là où on intervient, c'est toujours selon l'une de ces formes de modalités d'action. Ça ne veut pas dire que qu'on trouve que les autres modalités d'action, elles sont pas importantes, pertinentes, etc. Mais c'est que dans le champ, en fait, des pratiques politiques de notre camp, on a l'impression que ces modalités d'action-là, elles manquaient, en fait, qu'il y a quand même plein de gens qui font du plaidoyer juridique, qui font des recours, qui font du travail de modification de la législation, qui font des relevés naturalistes, etc. Mais que, en fait, l'endroit de venir impacter concrètement les chantiers pour les bloquer, il était laissé un peu vacant, quoi, dans le champ des pratiques de la lutte. Et que aussi, c'est que pour une partie d'entre nous qui composons le mouvement, on est aussi héritier de pratiques d'action qui viennent du mouvement ouvrier, qui viennent des luttes ouvrières et qui consistent à venir défendre en fait des formes d'impact direct sur les choses sur les infrastructures. Et du coup, j'ai perdu le fil de la question. Ouais, vas-y. Oui, et donc l'idée de désarmement, elle s'inscrit dans la lignée d'un triple héritage. D'un côté, comme tu l'as dit, l'héritage du sabotage ouvrier, qui remonte pas d'hier, et qui, des Ludites à la CGT électricité en 1911, etc. D'un autre côté aussi, y a une culture du sabotage dans les mouvements écolos. Je pense au mouvement anti-nucléaire, à Françoise Daubonne, qui va avec d'autres et tout un commando là, mettre hors service la pompe d'une centrale nucléaire. L'idée du désarmement, c'est que pourquoi on introduit cette notion, c'est d'un côté que ça vient dire le sens en même temps que la forme d'action. C'est-à-dire que nous, on est un peu rétifs à l'idée de hiérarchiser des gestes et de dire un blocage en soi et pour soi, c'est génial. Non, ça dépend pour qui on bloque, avec qui, pourquoi. Et il en est de même du sabotage. Et le principe, le sens qu'on essaie de charger avec le mot de désarmement, c'est que ça dit pas seulement le moyen, mais ça dit aussi la finalité. Et la finalité, tu l'as très bien dite, c'est désamorcer, mettre hors service tout un ensemble d'infrastructures qui vont faire que le monde va devenir à courte échéance invivable si on ne s'organise pas pour les arrêter. Et du coup, c'est un peu cette idée qu'il y a chez Benjamin, la tirer sur le frein d'urgence. La révolution, ce serait tirer sur le frein d'urgence. Voilà, c'est un peu ça, l'idée de désarmement. Et aussi, on n'est pas dupe, c'est-à-dire on ne pense pas qu'une somme de petits gestes peut produire un bouleversement global. C'est pas juste tu coupes ton robinet et puis tu vas casser un petit truc. C'est pas juste ça qui produit un bouleversement. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le fait de désarmer quelque chose, ça intervient aussi dans une bataille de sens et de signification politique. Et ça permet de pousser des idées, des hypothèses, des positions. Par exemple, un des exemples qu'on prend dans le livre, c'est une action du Front populaire de libération de la Palestine qui, dans les 70, choisit de s'attaquer à des pipelines. Et en fait, eux, ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils ont à diffuser comme idée, c'est l'idée qu'il y a un lien direct entre les régimes arabes, l'État d'Israël et les Américains. Et ils disent, où est-ce que ce lien se matérialise? Dans le pipeline. Eh bien, nous, par exemple, on veut dénoncer l'accaparement des terres et de l'eau par le complexe agro-industriel. Eh bien, on va chercher sur quel type d'objet cet accaparement se matérialise. Donc, en l'occurrence, par exemple, là, des bassines qui sont des grandes réserves dans lesquelles
des millions de mètres cubes d'eau, des centaines de milliers de mètres cubes d'eau sont accaparés par quelques-uns, par une minorité d'agriculteurs, au détriment à la fois des autres paysans et paysannes, mais à la fois aussi de l'eau potable, de l'eau pour les milieux. Et donc, le désarmement, il vient porter une signification. Et puis, si on pousse un peu plus loin l'idée, c'est que aussi, ça peut devenir une ligne politique au-delà de l'écologie. Peut-être que ce mot désarmement, demain, il pourrait rassembler à la fois des camarades qui luttent dans les quartiers contre les violences policières, à la fois des camarades et des collectifs qui veulent lutter contre la guerre et toutes les infrastructures du complexe militaro-industriel en France qui soutiennent les opérations à l'extérieur, et à la fois des infrastructures sur un axe écologique qui sont toxiques. Et du coup, depuis une idée qui est une pratique à la base, on peut commencer à tisser non seulement des lignes politiques, mais aussi des alliances nouvelles, quoi. Et c'est un peu ça qu'on pousse à travers cette hypothèse-là. Mais aussi, moi, ce que je veux dire, c'est que dans les exemples historiques que tu prenais, même les éco-warriors aux États-Unis et tout ça, c'était vraiment du sabotage en mode commando, quoi. Tu vois, des gens qui étaient anonymes et qui faisaient ça en mode commando. Et là, le truc un peu nouveau aussi avec les soulèvements, c'est que ce qu'on revendique de faire, ce qu'on appelle la désobéissance civile de masse, du démantèlement massif, quoi, c'est d'assumer ça collectivement et aussi avec le visage découvert. Enfin, voilà, dans nos manifestations, il y a des gens qui sont masqués, des gens qui ne sont pas masqués, il y a différents régimes de visibilité et tout ça, mais c'est quand même de pouvoir assumer publiquement, politiquement, que oui, en fait, aujourd'hui, c'est un geste qu'on veut voir redevenir légitime, en fait, et diffuser, en fait, une culture du désarmement et du démantèlement, et qui soit assumée publiquement et dont personne se dissocie, en tout cas dont les gens qui composent le mouvement se dissocient pas, parce que c'était aussi que c'est le travers en fait aussi de ces formes d'action assez isolées, etc., c'est que très vite tu tombes sous le coup de la répression parce que tu es isolé comme radicaux, et que là c'est vraiment des gestes qu'on porte collectivement avec des présences qui sont très différentes, des gens de tous âges qui peuvent avoir des formes d'intervention différentes, mais où on participe ensemble, quoi, d'un même geste, quoi. Mais d'ailleurs, moi j'ai l'impression d'un rapport assez pragmatique aux modalités de lutte. C'est-à-dire que vous ne mettez pas de limite, ou même vous ne mettez pas d'un code de route. C'est vraiment selon le contexte, selon l'action, selon le territoire aussi, qui compte beaucoup. On reviendra aussi sur le mot territoire, selon qui il y a dans cet espace. Aussi de donner la parole à ceux qui sont là. Donc il y a ça qui est intéressant. Et je vais rebondir sur une question qu'il y avait sur le chat, où il y avait quelqu'un qui disait qu'il voulait faire l'avocat du diable et qui vous demandait qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous disent vous êtes irresponsable, vous mettez en danger et tout. Moi j'ai l'impression, alors voilà cette question, parce que moi j'ai l'impression que vous réfléchissez à ça aussi dans le livre, notamment il y a un long passage sur l'usage de la violence, et vous essayez d'être, tout en essayant de légitimer parfois le recours à la violence, vous dites aussi on n'est pas non plus des admirateurs de la violence, et qu'il faut prendre aussi conscience des risques que ça implique, autant pour les militants que aussi de l'impact médiatique qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses dans ta question, mais c'est bien. On va essayer de les séparer, les prendre une par une, c'est pas facile. Alors le premier élément, c'est celui que tu disais, Elsa, c'est le côté action directe de masse, et qu'il y a un aller-retour entre le fait que ces gestes, désarmement, blocage, occupation, ils soient réalisés en plein jour par une grande diversité de personnes, de générations, d'origine sociale, etc. Ça nous tient vraiment beaucoup à cœur, que ce soit pas un truc de spécialiste. Mais qu'en même temps, le fait de faire ces gestes en plein jour, ça va aussi inspirer plein de personnes à les reproduire en dehors des mobilisations de masse. Et ça va contribuer au rapport de force. Sur les bassines, il y a un aller-retour permanent entre des manifestations massives où telle bassine est désarmée, débâchée, la pompe est démontée par... tout plein de gens, des gens masqués, le porte-parole de la Confédération paysanne de l'époque, démasqué avec une clé à molette, et tout le monde fait ça très joyeusement ensemble, et chacun dans sa modalité, sans forcément juger la modalité de l'autre, mais plutôt en essayant de faire force. Le fait qu'il y a une pression permanente sur ces infrastructures qui est mise aussi par des gens qui spontanément s'organisent pour faire ça à droite, à gauche, et que la conjonction des deux, ça fait qu'aujourd'hui, le coût de sécurisation croissant des bassines est en train de remettre en cause la viabilité économique de leur projet. Et que le coût du mètre cube d'eau dans une bassine a considérablement augmenté depuis 2021. Et ça, c'est lié à l'action collective. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, Elsa, il y a l'idée de faire des actions impactantes, et que quand tu repars d'une manif, le monde est plus tout à fait comme il était juste avant.
et que tu n'as pas juste l'impression d'avoir fait un tour, exprimé une opinion, mais tu as l'impression d'avoir agi ensemble et de faire grandir cette capacité d'agir. Plus encore que dans le résultat de l'action, ce que ça pose aussi, c'est le fait de sortir ensemble d'une forme d'impuissance à laquelle on essaie de nous acculer. Ça nous semble important. Et donc, sur la question de ce que tu as appelé la violence, alors nous, on essaye de ne pas employer ce terme. D'accord. On essaye à la fois de ne pas s'enfermer dans une certaine culture de la désobéissance civile non violente, qu'on critique par ailleurs, même si à des moments, elle est pertinente et effective tactiquement et stratégiquement, et de ne pas non plus s'enfermer dans une fétichisation de l'affrontement, où genre l'efficacité d'une manif se mesurerait au nombre de vitres brisées ou à la durée d'un affrontement, quoi. Et donc ça, c'est une forme de ligne de crête. Et l'idée, c'est qu'en fait, selon les moments et les situations, tel ou tel moyen va être employé ou vont être employés de manière conjointe. Et qu'est-ce qui décide de ça ? C'est l'état du rapport de force et c'est aussi les collectifs locaux avec lesquels on travaille. C'est pas... Quand on arrive, généralement, quand on se lie à des collectifs locaux, c'est parce que le premier coup de pelle a été mis, les travaux ont commencé, ou on est juste avant, et donc ça exige de passer, de monter en rapport de force, quoi. Et donc, ce qu'on dit, ce qu'on essaye de porter comme ligne, c'est l'idée d'être un peu polymorphe, quoi, d'avoir plusieurs formes d'intervention, plusieurs visages. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en pratique. Et parfois, on se plante. Et la question, c'est comment sans cesse se réinventer et comment à la fois esquiver la frontalité, mais parvenir quand même à nos fins, sachant que quand même, souvent, entre nous et nos fins, il y a beaucoup de flics. Ouais. Et donc ça oblige à des formes de réinvention tactique permanente et parfois à des profondes remises en question. Et voilà, c'est ça un peu qu'on porte. C'est ça un peu qu'on porte là-dessus. Vous voulez réagir sur ça, sur le rapport à l'affrontement ou Ouais, moi j'avais une question du coup qui découlait un petit peu de ça, mais justement là tu as dit l'ennemi principal que vous avez quand vous faites vos actions, c'est la police, notamment. C'est pas un ennemi, c'est un obstacle. Un obstacle, ouais. Un obstacle, c'est l'obstacle direct. Ok, d'accord. Bonne remarque. Un obstacle qu'on peut, voilà. Donc, un obstacle dans l'affrontement. Voilà. Non, c'est un obstacle parce qu'il protège. Oui, non, mais après, c'est juste, oui. Oui, vous avez raison. Nous, nos objectifs sont matériels, c'est-à-dire que nos objectifs, c'est de venir impacter matériellement des chantiers, des cibles. Et nos objectifs, c'est ceux-là. Ton ennemi, ce serait Lafarge et ton obstacle, ce serait la police. Et en fait, c'est que la police, bras armés du capital, vient protéger en fait, ces infrastructures-là. Donc, on les trouve tout le temps sur notre chemin. J'aime beaucoup l'utilisation des mots. Impacter le matériel, il y a des obstacles sur lesquels on doit s'affronter. Ça récupère un peu la logique macroniste, tu sais, de reprendre les mots. Je trouve ça très malin, moi je suis fan. Je suis fan. Super, voilà. Mais justement, je voulais rebondir là-dessus, c'est que ça implique aussi une prise en compte des risques pour les populations qui vont être appelées à faire une action, quelle qu'elle soit. Et donc, l'obstacle à franchir, c'est la police. Et donc, moi, ça m'a une question, peut-être que tu allais la poser. Je ne sais pas si c'est le moment de la poser. Vas-y. Mais c'est la question de... c'est une question qui me tient à cœur. C'est la question de la présence des indigènes, donc de la présence des populations non blanches, des racisés, dans ces mouvements écolos qui, depuis 10-15 ans, enfin, depuis le début du mouvement écolo, on se pose toujours cette question. Les mouvements écolos se posent toujours la question de comment on fait pour l'élargir aux questions aussi, pas forcément déjà aux questions, mais d'abord à une population différente. Déjà, premier point, quel est votre constat aussi de ça ? Est-ce que vous-même vous posez la question ? Est-ce que c'est un sujet ou pas ? Et ensuite, quels sont pour vous les moyens d'aller au-delà, de modifier ce constat qui, a priori, on peut le partager peut-être ici, c'est l'idée que pour tous les gens du quartier, ou même pour tous les racisés, pour tous les indigènes, l'idée du mouvement écologique, ce serait souvent un mouvement blanc. Au sein de la France. Ça ne veut pas dire que ça l'est, parce que mondialement, les populations du Sud se battent de manière acharnée pour leur survie, et c'est souvent des luttes écologiques. Mais en France, il y a toujours cette perception-là,
Et donc, et d'ailleurs, même l'extrême droite dit souvent, c'est des écolos, des petits bourgeois. Donc c'est aussi Les écolos bobos. les écolos bobos. C'est d'ailleurs une question qui était passée. Ils disaient, tout ça c'est un peu lié. Je vous fais un peu un topo. Ils disaient, oui, mais comment ils font pour les Soulentaires, c'est un des rares moments écolos qui a réussi pour l'instant à ne pas avoir cette image de petit écolo petit bourgeois. Moi, j'ai l'impression que ça c'est venu après Sainte-Soline. On s'est rendu compte que la violence de Sainte-Soline a conduit à se dire, à une reconnaissance notamment des mouvements antiracistes ou même des populations indigènes en se disant ah, ce mouvement-là il est quand même solide, il va pas juste se poser au milieu d'une place et rien faire ou mettre de la peinture sur un ministère, ils sont battus, ils sont solides. Bon voilà. Qu'est-ce que vous Il y a eu pensez? la menace aussi de la dissolution qui, ouais. je pense, a donné une crédibilité en mode ah, là il dérange. Et tu veux rajouter un truc? Oui, du coup. Ah, on est comme ça, on pose 3 questions en une. Faut noter. Hein. Là, ça va être 5 questions. Mais... Non, mais du coup, il y a un truc intéressant, c'était tous les parallèles faits entre les écolos et les musulmans sur les questions en répression en terrorisme. Et aussi, en tout cas, moi, c'est peut-être mon analyse, mais j'ai l'impression que ça a fracturé parce qu'à une époque, la Macronie cherchait à récupérer le mouvement écolo. Et que là, justement, ces bobos-là, elle les a un peu perdus grâce au soulèvement. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et comment, en fait, aussi, l'autre question, c'est vraiment... Bah, on a vu cette résistance face à la procédure de dissolution des soulèvements de la Terre, très très bien organisée par les soulèvements de la Terre. Et nous, de notre côté, en tant que musulmans, on était un peu en mode envieux et en même temps un peu en mode dégoûté. Quoi. De quoi? Sur quoi? Sur le truc de la dissolution? Sur la dissolution. Sur le soutien au niveau de la dissolution. J'ai l'impression, tu sais, d'être en conférence, on vous pose 3 questions, on reprend 3 questions du public, et après vous répondez. Mais oui, après... On peut plus de débat. Voilà, parce que... Après ça peut être... La séparation, grosso modo, des bobos qui étaient un peu, des fois, macrophiles, compatibles, quoi. Et puis l'autre question, c'est en mode... ce truc-là de... Pourquoi les soulèvements et pas les musulmans? Oui, disons qu'il y a eu l'impression à l'époque qui a été partagée un peu dans l'antiracisme, tout en soutenant les soulèvements de la Terre face à la dissolution, qu'il y a beaucoup plus de gens à gauche qui se sont bougés pour lutter contre la dissolution des soulèvements de la Terre qu'ils ne sont bougés pour s'opposer à la dissolution du CCIF, par exemple. Toute la question un peu là. Il y a 15 questions, mais... Ouais. C'est quoi votre avis sur les Arabes? Voilà, est-ce que vous nous aimez? Vous nous aimez ou pas? Est-ce que vous aimez les Arabes ou pas? Non, mais déjà, peut-être, on peut commencer par dire que... Je pense que c'est une bonne base de commencer par dire que on n'a pas la prétention d'avoir résolu cette question que vous posez de l'inclusion de tout un ensemble de populations ségrégées, discriminées dans notre mouvement. Je pense que ce serait prétentieux de dire ça, et du coup je le pose en préalable. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on y travaille et on cherche les manières de construire du lien. Et effectivement, pour parler de la dissolution et de la répression en général, c'est un des premiers angles les plus évidents, même s'il y en a beaucoup d'autres, comme la question paysanne, mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est un des angles les plus évidents pour faire ce lien, c'est-à-dire que dans toute la séquence de répressive qu'on a eue l'année dernière, on a essayé de s'efforcer de systématiquement dire et expliquer qu'on n'était pas les premiers et d'où ça venait ce qui nous arrivait. Et du coup, si je peux déplier un petit peu, il y a eu la répression, elle a pris 3 formes: violence policière, répression judiciaire, dissolution administrative. Donc, violence policière, en fait, ça, j'ai l'impression que tous les gens qui sont dans toute forme de mouvement, ils ont éprouvé le fait que tout un ensemble d'armes et de dispositifs qui ont d'abord été utilisés contre des populations issues de l'immigration post-coloniale, leur usage s'est généralisé. Je pense qu'on a vécu ça de manière paroxystique pendant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, oui. Même pour eux, ça a été... oui, ça a été utilisé avant, et ça l'est encore, toujours à Mayotte, etc. Mais je veux dire, le moment où on prend conscience de ce que Césaire, il a l'effet en retour du colonialisme. C'est-à-dire que ça commence par des franges qui sont marginalisées, stigmatisées, minorisées, etc., pour ensuite s'étendre à l'ensemble. Donc, sur la question des armes policières, je pense que c'est une évidence, il y a une prise de conscience. cette chose-là. Et je pense que cette prise de conscience, elle n'est pas nouvelle, mais c'était juste un rappel supplémentaire. Et aussi, ce qu'on a vécu, c'était aussi un moment paroxystique, parce que là, ils ont tiré en 2 heures à Sainte-Soline plus de grenades que sur toute l'année 2018. Année où il y a eu et les Gilets jaunes et l'expulsion de la ZAD, où quand même, ils ont eu le temps, dans ces 2 occasions, d'en utiliser beaucoup des grenades.
La deuxième forme que ça a pris, c'est une répression judiciaire. Et là, c'est quoi? Ça a été l'arsenal antiterroriste. Oui. Et donc, Fichier S, il me semblait. Même que chose. c'était, ouais. même chose. La genèse de cet arsenal antiterroriste, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre et j'ai pas besoin de la refaire, je pense. Il y a une genèse coloniale à ça. Et l'usage de la sous-direction antiterroriste, des moyens de surveillance et des formes d'interpellation de la police antiterroriste appliquées à l'écologie politique, c'est juste le pur prolongement de quelque chose qui a touché d'abord tout un ensemble, soit de militants révolutionnaires, soit et aussi plus massivement de camarades musulmans. Et enfin, la dissolution administrative, où c'est une conséquence directe de l'application de la loi séparatisme, puisque c'est elle qui étend le champ de dissolution, qu'il y a eu plus de dissolutions là, sous le gouvernement Macron, que dans toute l'histoire de France, alors que pourtant, ils ont eu des occasions d'en dissoudre, après-guerre, dans les 70, etc. Et que ça, c'est fondé sur l'article de la loi séparatisme qui introduit la possibilité de dissoudre un mouvement, non plus parce qu'il organiserait, il serait un regroupement armé, mais pour le simple fait qu'il provoque des dégradations sur les biens ou des violences sur les personnes. Et donc, c'est sur ce fondement-là qu'on a été poursuivi. Et effectivement, la manière de dire cette genèse et de se relier à ça, ça a été aussi bien pendant le meeting de dissolution où il y a Louisa Yousfi qui est venue en parler, aussi bien devant le Conseil d'État, parce qu'on est passé aussi en même temps que d'autres collectifs qui faisaient l'objet de procédures de dissolution, des antifascistes ou les camarades qui faisaient aussi de la vigilance contre l'islamophobie, de rappeler sans cesse d'où ça vient. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé là, ce qu'on espère de nos voeux, je ne sais pas si ça va advenir, mais ce qu'on espère, c'est que le soutien dont on a bénéficié, nous, au moment de la dissolution, il puisse rejaillir et qu'on se dise, en fait, c'est possible, par un rapport de force politique, pas juste une défense juridique, de faire barrage à des dissolutions. Parce que ce qui fait qu'on a gagné, c'est pas juridique. C'est purement le rapport de force politique. Oui, il y a eu une pression, il y a eu une vraie union de sein de 116 la 000 gauche. signataires pour le truc. On dit pas 150 000 150 000, ouais, 150 000. Ouais, non, c'était 150 000 signataires. C'est énorme. Et c'est sûr que cette décision, parce que du coup, le Conseil d'État a quand même considéré qu'on rentrait dans le cadre de la loi séparatiste, parce que du coup, on appelait bien à commettre des violences contre les biens, mais pas contre les personnes. Mais par contre, ils ont considéré que les actions qu'on menait, elles n'étaient pas de nature assez grave pour constituer un trouble grave à l'ordre public. Donc, en un sens, on était un peu vexés, mais du coup, ça veut dire que c'est une décision qu'il y a une forme d'arbitraire aussi dans cette discussion. Il y a une forme d'arbitraire politique, puisqu'ils ont bien considéré que juridiquement, ça rentrait dans le cadre de la loi séparatiste, puisqu'on appelait à des violences contre des biens. Mais par contre, politiquement, ils ont considéré que c'était pas assez grave, alors que par exemple, la GAL, le groupe antifasciste lyonnais ou la coordination contre le racisme et l'antihomophobie, eux ont été dissous. Donc ça dit bien que là, à cet endroit-là, il y avait une part d'arbitraire et donc de rapport de force et de choix politique qui a été permis par le soutien assez impressionnant qui nous a été donné à ce moment-là et qui tient aussi au fait que l'écologie, elle est aujourd'hui moins sulfureuse que ce que portent les mouvements antiracistes et décoloniaux, et que aussi une partie de la gauche blanche, elle est plus prête à se mouiller pour défendre des mouvements écolos que pour défendre des mouvements antiracistes et décoloniaux, même si c'est en train de bouger, on espère. Mais... Ouais. Mais juste pour continuer sur l'aspect antiraciste décolonial, comme on l'a dit dans le livre, vous parlez beaucoup de ça. Voilà, il y a des citations notamment de Thomas Sankara. Vous parlez de ce lien entre l'impérialisme, entre l'agriculture au nord et la domination au sud. Moi, je me disais, et en même temps, vous insistez sur le côté local, c'est-à-dire que le lieu de la lutte doit être très territorial, marqué sur la localité. Donc moi, je me demandais comment, dans la pratique, comment vous liez cette question de la localité, de lutter là, ici, en France, avec aussi les questions de domination nord-sud. C'est trop... J'aime trop ce... C'est une question complexe et comme j'ai disais tout à l'heure aussi, on ne prétend pas l'avoir résolue. C'est une réflexion en cours, quoi. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que le complexe agro-industriel français, par sa nature et par ses exportations, sape
les paysanneries du monde, et notamment les paysanneries des Suds. Parce que étant fortement subventionné, disposant de grands moyens, etc., il va casser les prix et soumettre tout un ensemble des pays du Sud global à des régimes de concurrence qu'ils ne peuvent pas supporter. Et donc, l'idée, c'est qu'en agissant ici contre notre complexe agro-industriel, ça est pour démanteler ce complexe agro-industriel comme une perspective de long terme. Ça peut avoir un impact en faveur de ces paysanneries du Sud. De la même manière que quand nos camarades de la Conf, ils dénoncent, de la Confédération paysanne, dénoncent certains accords de libre-échange, le fait de s'organiser là-dessus et de défendre l'idée qu'il doit y avoir une souveraineté sur la terre, des formes d'autonomie alimentaire, etc. C'est des éléments qui permettent de relier la bassine de Mosée-sur-le-Mignon et je ne sais quel pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Donc voilà, ça c'est déjà une idée. Mais après, il y en a plein d'autres manières de relier l'écologie à ces questions-là, et peut-être tu veux compléter là-dessus. Non, mais peut-être pour revenir sur parce que tout à l'heure, vous avez posé plein de questions, on n'a pas trop fait tout le tour, j'ai l'impression, mais sur, je sais pas, les questions d'écologie populaire, antiraciste et tout ça, moi j'ai l'impression que c'est aussi le tort qu'a fait une certaine écologie, quoi, qui est quand même une écologie punitive, quoi. Enfin, j'ai l'impression que l'écologie gouvernementale et même une forme d'écologie telle qu'elle est portée par des formes partisanes de l'écologie, quoi. C'est aussi une écologie qui vient porter les questions sur les comportements individuels, vous voyez, sur voilà, la question des pratiques individuelles, et du coup qui est une écologie punitive, technocratique, et qui en fait prend pas du tout en compte les questions et qui fait porter en fait aux classes populaires le coût de la transition énergétique qu'on va nous imposer d'en haut, quoi. Et à ce titre-là, moi j'ai l'impression que le mouvement des Gilets jaunes, il s'est pas trompé sur sa cible, quoi. C'est qu'en fait c'est un mouvement qui est parti de un refus de l'augmentation du prix du pétrole, mais en fait très rapidement, enfin moi j'ai beaucoup pris part à ce mouvement-là, et en fait très rapidement sur les ronds-points dans les rues à Paris, en fait l'endroit sur lequel on s'attardait, c'était de dire en fait là le problème c'est que ces mesures écologiques telles qu'elles sont portées, en fait elles viennent faire porter le coût de cette transition à des gens qui sommes en galère, et que juste on n'arrive pas à finir les fins de mois, quoi. Et du coup j'ai l'impression que c'est aussi en rupture avec cette écologie-là que les soulèvements de la terre sont venus aussi intervenir, quoi, et dire en fait l'écologie c'est aussi un champ de bataille, comme un certain nombre de nos luttes, mais voilà, l'écologie c'est un champ de bataille, et en fait il faut repartir de la question des questions de justice sociale, de la question du partage des ressources et des richesses, quoi. C'est pour ça que dans les soulèvements on parle beaucoup d'accaparement, de l'eau, d'accaparement des terres, parce que ça dit aussi cette question-là en fait du rapport de classe, de l'appropriation par les possédants et du coup, voilà, je pense que c'est peut-être aussi à cet endroit-là, où plus que dans les modes d'action, parce qu'après on pourrait dire oui, dans les modes d'action, peut-être il y a quelque chose de plébéien aussi dans ce registre d'action offensif, quoi, parce que voilà, qui revient des Gilets jaunes, du mouvement ouvrier, comme on disait tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi dans la manière de poser les problèmes que en fait il y a une écologie qui devient un nouveau discours de classe, en fait qui est comprise comme un nouveau discours de classe, parce que du coup, juste compléter un truc par rapport à ce qu'elle dit et puis à ce qu'on s'est dit. C'est aussi, au-delà de la question internationaliste et effectivement la citation qu'on fait de Sankara, comment définir l'impérialisme, et il dit regarde dans ton assiette le grain de mil ou de maïs importé. Oui. Et il dit ne va pas plus loin, c'est ça l'impérialisme. Et au-delà de cette question de solidarité internationale, il y a aussi une question interne. Par exemple, là, le 25-26 mai prochain, on appelle à une action dans la saison qui aura lieu contre un projet qui s'appelle Green Doc, qui est un projet d'anthropologistique dans le 93. Et faire une action comme ça en ville, sur une grosse plateforme logistique, et comme par hasard, ces types d'infrastructures, elles s'accumulent aux mêmes endroits, ça vient aussi poser indirectement la question du racisme environnemental.
Ou, autre exemple, quand on parle du complexe agro-industriel, qui sont les travailleurs et les travailleuses qui font tourner ce complexe agro-industriel? Ce n'est pas uniquement des paysans et des paysannes, puisque en fait, là-dedans, dans ce qu'on appelle complexe agro-industriel, il y a à la fois tout ce qu'on appelle les industries de l'amont, les industries de la chimie, les fabricants de tracteurs, d'engrais, d'intrants, etc. Les industries de l'aval, commercialisation, distribution et tout. Et en fait, si on faisait un syndicat des travailleurs du complexe agro-industriel, dedans, il y aurait aussi bien des chauffeurs routiers, des caissières, des ouvriers de la chimie et tout. Et ça, qui occupe ces postes-là aujourd'hui? Et donc, l'idée, c'est que il ne s'agit pas simplement de dire « Ah, il faut démanteler ces infrastructures parce qu'elles sont toxiques et elles nous tuent ». Il s'agit de se relier à celles et ceux qui ont le savoir technique pour le faire, qui sont en train de les faire tourner. Et ça, c'est pareil, on ne prétend pas l'avoir résolu en un claquement de doigts, mais on essaye de faire des gestes de cet ordre-là. Donc, de tisser des liens avec des gens qui font tourner l'industrie du bâtiment à travers le collectif des Gilets Noirs, par exemple. La semaine dernière, il y a des camarades paysans du 44 avec la CGT locale. Ils ont fait une action chez un gros industriel du maraîchage pour proposer un pique-nique et rencontrer les ouvriers agricoles de ce maraîcher. Et donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont permettre peu à peu de sortir du strict champ de l'écologie politique. Et c'est pour ça que la question de la terre, elle permet d'arrimer ensemble les questions sociales, coloniales et économiques, quoi. Ahmed, et d'ailleurs, je rappelle que pour toi, il parlait trop d'anti-impérialisme. Hein. Je rappelle, c'était ta première remarque, c'était ta critique. Oui, non, mais peut-être une seconde question après. Non, mais déjà, c'était pour rebondir par rapport aux Gilets jaunes. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête la question que l'écotaxe, concrètement, qui était la taxe pour l'augmentation du pétrole, c'était aussi les privés aux petits blancs, l'accès à un pétrole pas cher, qui est quand même un peu un marqueur de la blanchité en Occident, quoi. Donc, en partie, c'est pour ça qu'on fait toutes ces guerres au Moyen-Orient. Donc, il y avait cet enjeu-là. Et pareil, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus, et je pense que c'est peut-être une critique que je peux faire à votre livre, c'est qu'une forme de fantasme, une manière des acteurs sociaux. Les acteurs sociaux, ils sont prêts à se battre et au final, ils n'ont pas de contradiction. Genre, par exemple, l'entrepôt de Gennevilliers, enfin, de l'île Saint-Denis, si je ne me trompe pas, grosso Green Dock, ça va apporter à une zone où il y a énormément de chômage, du taf, en fait. Et les gens, ils sont prêts à taffer dans des conditions absolument horribles. Et du coup, il y a toutes ces contradictions-là. Et moi, je pense qu'il faut sortir de la question aussi de la notion d'écologie populaire, juste en mode la question de la subsistance, et arrêter de se poser les questions, parce que franchement, nous, les musulmans, enfin, désolé, mais c'est peut-être une autre question. Pourquoi justement je trouvais ça trop, ça parlait trop de la question coloniale, c'est qu'en fait, ça parlait pas assez de vous. On ne rend pas compte qu'il y a cette critique ici, quoi. Voilà. Non, mais quand je disais pas assez de vous, mais assez de vous, les blancs, tu vois. Mais dans le sens, en mode, qu'est-ce qu'on est nous, tu vois. Et genre, il y a un impensé qui traverse tout le livre. C'est la question, en fait, juste, ok, mais le mouvement écolo et le mouvement paysan, ça vient d'une tradition de gauche, mais chrétienne, et que cette question-là, qui est plus que la question matérielle, bah, elle n'a pas été abordée, je trouve. Alors, la question, en fait, de l'héritage chrétien dans les mouvements écolos et paysans, c'est une question qui est plus que matérielle, et que nous, en tout cas, en tant que décoloniaux, on aime se poser, quoi. C'est en mode, bah non, les gens, ils... Voilà, nous, on aime se prosterner, tu vois. Et pour nous, la question de la terre, c'est pas qu'une question juste purement matérielle, c'est aussi une question, bah, c'est la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, la question de ce rapport spirituel, même si vous abordez un peu les questions spirituelles j'aime bien parce que vous êtes assez pragmatique aussi sur les questions spirituelles. Ça veut dire que ça peut être utile sans forcément y croire et que tout en n'étant pas d'élu sur les côtés aussi réactionnaires qu'il peut avoir. Ouais. Mais ce que tu veux dire, c'est que ça pourrait passer le côté bassement matériel, c'est ça? Bassement matériel. Et je pense qu'aussi, il y a une sorte de décalage actuellement avec les espaces dits paysans qui ont une tendance à se fasciser avec le syndicat agricole, la coordination rurale, et qu'il n'y a plus de langage commun. Enfin, moi, genre, peut-être il y a des intérêts matériels très concrets, mais eux, la coordination rurale leur propose un projet de suprématie raciale, et en face, vous leur proposez un projet anticolonial, mais qui ne part pas de leurs intérêts, en fait. Comme ça, qui serait en mode, faut être anticoloniaux. Moi, je trouve que ça... Qu'est-ce qui pourrait les séduire, en gros? C'est ça la question. Qu'est-ce qui pourrait... En partant de leurs intérêts, parce qu'en fait... Désolé, je suis obligé de développer un peu. Mais non, mais pour que... En fait, les paysans dans les années 70 qui ont
participé à des luttes anticoloniales, anti-nucléaires aussi, du coup, anti-impérialistes contre l'anti-impérialisme français, c'est aussi parce qu'il partait de la question du régionalisme et de l'intégration à l'État et donc de l'intégration à la blanchité. Et donc, il y a une sorte de déchristianisation qui a fait oublier tout ça, toute cette question-là. Ok, les particularismes paysans, évidemment, ils sont porteurs d'une forme de fascisation, comme le disait Ouria là, samedi, mais aussi, il y a peut-être porteurs d'autres choses, quoi. Et comment on traite ces affects-là? Et moi, justement, vous parlez pas assez de vous, en fait. Voilà, donc vous parlez trop de nous, désolé. Alors, moi, j'ai l'impression que quantitativement, c'est pas le cas. Et que c'est quelque chose qui infuse. Alors, il y a beaucoup. Alors, la première chose, c'est, je pense, qu'on ne prétend pas parler au nom d'une population, d'une classe et tout. On parle depuis des communautés de lutte, des endroits où on se rassemble pour lutter contre des choses. Et du coup, on ne prétend pas, encore une fois, parler ni au nom de la blanchité, ni au nom de tous les agriculteurs, ni au nom de de la classe ouvrière, etc. C'est un truc auquel on a renoncé. Peut-être à tort, mais en tout cas, c'est un truc auquel on a renoncé. Nous, on parle depuis des endroits situés, des rencontres, depuis des dynamiques, comme tu l'as dit, locales, situées, territorialisées. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est sur la question de la fascisation du mouvement paysan. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un effet de loupe. Qu'en fait, c'est la société en général qui se fascise, qui est affectée par ce processus de fascisation, que les paysans, c'est 1,5% de la population globale, que, du coup, j'ai pas l'impression qu'ils soient plus affectés que les secteurs ouvriers ou d'autres secteurs populaires par ça. Merci, par contre, pourquoi il y a un effet de loupe et pourquoi c'est plus visible? Parce qu'il y a un ensemble de groupes d'extrême droite qui érigent le paysan dans leur longue tradition de nationalisme intégral, la terre ne ment pas, la terre, les morts comme fondement, l'identité nationale et tout, qui les mettent sur un piédestal. Mais même dans l'imaginaire commun, l'imaginaire commun, le paysan... Et du coup, dans l'imaginaire commun, il y a une tension entre la disqualification, tu as dit Bouzeux au début, là, c'est un grand classique de la disqualification sociale des paysans. Oui, tu l'as dit, je t'ai entendu. Je l'ai dit, j'avoue. Et donc, entre quelque chose de l'ordre de la disqualification, du mépris de classe, etc., et de l'autre côté, de l'idéalisation. Et en fait, quand tu as grandi dans une classe qui a été méthodiquement détruite par le complexe agro-industriel, où on a privé la paysannerie des moyens de sa reproduction, où plein d'amis qui sont fils et filles de paysannes, leurs parents leur disaient non, il ne faut surtout pas devenir paysan, il faut aller en ville, il faut devenir ouvrier, etc. Il est logique que tu sois sensible à des mouvements qui te disent non, mais vous êtes le pilier de la nation, etc. Et la question que tu posais, c'est comment nous, avec d'autres, parce qu'en fait, il y a plein de paysans parmi nous, on a autre chose à proposer que la perspective de la fierté nationale et de la fascisation. Et c'est à deux endroits, j'ai l'impression. Le premier, c'est qu'en fait, le monde agricole n'est pas unifié. Il y a une lutte des classes au sein du monde agricole. Il y a des petits paysans en bio ou en conventionnel qui ont effectivement des problèmes tragiques de revenus, qui sont soumis à des accords de libre-échange qui les mettent sous pression et qui sont plus maîtres sur leur ferme, qui sont dépossédés de leur travail. Il y a une minorité de grosses sociétés capitalistes, je pense en Pays de la Loire par exemple, au maraîchage industriel, c'est des gens qui touchent 1,5 million de PAC. D'accord. Ce qui est délirant par rapport à n'importe quel pays. Et entre les deux, il y a plein de paysans moyens qui sont soit en voie de disparition, soit possiblement vont basculer dans l'un ou l'autre. Et du coup, l'idée qu'il n'y a pas une unité paysanne, mais qu'il y a une minorité de sociétés agricoles qui accaparent les aides, les terres et les revenus, je pense que ça parle à beaucoup de paysans et paysannes qui voient les terres grignotées par telle société ou tel voisin gourmand, qui voient les prix et les barrières à l'installation se multiplier. Et le deuxième élément, c'est aussi que, en fait, qui c'est aujourd'hui qui prend soin de la terre, qui au compte, pas juste de la nature comme un truc fantasmé, mais qui est au contact quotidien d'un ensemble d'êtres animaux et végétaux, c'est les paysans.
Et du coup, une manière très sérieuse de répondre à la question écologique, une manière parmi d'autres, c'est d'épouser une vocation paysanne, parce que tu es en prise à un endroit où tu peux agir, quoi. Et donc, bon, c'est qu'un tout petit bout. Vous avez posé beaucoup de questions, mais c'est déjà un tout petit bout. Et je reviendrai après sur la question spirituelle, mais peut-être. Vas-y. Pour dire merci à Davduf qui a fait un raid. Donc, un raid, je ne sais pas si vous connaissez sur Twitch. Davduf a fini son émission. Il a ramené des gens sur l'émission. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés maintenant. Merci beaucoup. Vous installez. Là, on répondait à une question autour de comment séduire les Blancs sur les questions, les Blancs paysans sur les questions pour éviter leur fascisation. Anticoloniale et écolo. Tu veux encore dire quelque chose ou... Bah, oui, vous avez parlé de questions de spiritualité et du coup, je vais parler un peu d'histoire rapidement du mouvement paysan très vite. C'est que, effectivement, tu as raison, les mouvements paysans révolutionnaires qui pratiquaient eux-mêmes l'action directe de masse, dans les années 70, ils ont un double héritage. Un héritage, souvent, ils sont issus des jeunesses agricoles chrétiennes et ça joue dans leur engagement politique. Et c'est pour ça que dans un moment comme le Larzac, tu as une figure comme Bernard Lambert, qui est une des figures des paysans travailleurs, qui à la fois invite les indépendantistes kanaks à prendre la parole au Larzac, qui à la fois va ravitailler les grèves ouvrières et qui à la fois organise des occupations de terres contre ce qu'ils appelaient à l'époque les cumulards, donc ceux qui concentrent les terres, les aides et les richesses, quoi. Et c'est sûr que c'est pas une dimension qui est complètement absente. Après, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez intime. Il y a plein de spiritualités différentes ou d'absence de spiritualité parmi nous. Et donc, c'est pas quelque chose sur lequel le mouvement il se positionne. Mais de fait, ça peut être un moteur pour pas mal de camarades paysans et autres. Mais déjà, ce qui change par rapport au mouvement de gauche, c'est qu'il n'y a pas, en tout cas, je ne sens pas un mépris sur les spiritualités. Et même parfois, vous vous inspirez de ce qui peut se faire dans le Sud et aussi du rapport que peuvent avoir certaines populations à la Terre, où ils font référence à des divinités, à des esprits, tout en disant, mais c'est ça que je trouve intéressant, tout en disant, ben, on n'est pas obligé d'y croire, mais ça montre aussi un autre moyen d'habiter le monde et un autre moyen un autre rapport avec ce monde-là. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Et après, ah oui, Azadi, pardon. Tu voulais répondre, vas-y, Oui, réponds. peut-être répondre un peu, mais en fait. C'est eux les méchants, moi je suis le gentil. Ouais, désolé, je suis méchant ce soir. Non, mais en fait, sur cette question-là, la question du christianisme, en fait, c'est parce que ça transpire dans toutes vos pratiques. Aussi les pratiques martyrologiques on va s'exposer face à la police, etc. C'est possible non seulement parce que vous êtes blanc. Je suis pas convaincu, mais vas-y. Attends, non seulement parce que vous êtes blanc. Dans le livre, quand même. Ouais. Non, mais après, je sais, mais ça fait partie du mouvement écolo. Enfin, vous pouvez pas l'enlever. Et même ça prouve aussi les conflits internes que vous en avez. Et du coup, c'est plutôt la question de comment faire avec. Enfin, moi, c'était ça la question de fond. Et pour aussi rebondir sur la question des paysans, alors oui, ça représente moins d'1%, je suis d'accord. Et il y a un effet de loupe sur la société, mais en fait, c'est des porteurs de voix. Enfin, au niveau local, etc. En fait, c'est des personnes qui sont très respectées, très importantes. Et ils ont une bonne opinion générale dans la société. Donc, en fait, l'enjeu des paysans, c'est un enjeu qui est plus large que les paysans eux-mêmes. Voilà. Donc, c'était aussi la question de la société dans son ensemble. Oui, mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on considère que l'antifascisme, c'est pas qu'un terrain urbain. Et que être présent sur les blocages, faire qu'il y ait des gros convois de tracteurs qui viennent aux bassines, ce qui a été le cas systématiquement, ou à Saint-Colomban, agir avec nous et montrer qu'il y a des paysans qui s'organisent pour défendre la terre, défendre l'eau, défendre leurs revenus et leurs conditions de travail et essayer de les appuyer là-dedans. Voilà, c'est aussi une manière d'occuper ce terrain-là et de ne pas laisser le champ libre à la fascisation. Ouais, c'est que, par exemple, récemment, là, on allait rencontrer des camarades en Allemagne. Et c'était intéressant aussi de voir la situation dans d'autres pays en Europe et qui disaient, en fait, c'est impressionnant. Il disait, en fait, à l'échelle de l'Europe, on a l'impression qu'il n'y a qu'en France que les questions de la terre, de l'ancrage de la terre telles qu'elles sont posées dans les soulèvements, elles ont été... Il y a un discours de gauche, il y a un discours émancipateur à cet endroit-là, quoi. Et eux, ils disaient, en fait, chez nous, en Allemagne, c'est des questions qu'on a... Enfin, pour nous, la question de la terre, c'est une matrice réactionnaire aussi parce qu'il n'y a pas eu de mouvement paysan antifasciste en Allemagne. Je veux dire, quand même, globalement, là, le seul syndicat, le syndicat agricole majoritaire en Allemagne, c'est un truc qui a été... qui est issu directement du Troisième Reich, qui n'a pas été dénazifié, donc c'est une autre situation, quoi. Ouais. Mais ils nous disaient, en fait, pour nous, la question paysanne, la question de la
Terre, elle est quand même globalement, on l'a laissée à l'extrême droite parce que pour nous, c'est trop une matrice réactionnaire. Et du coup, ça fait que le mouvement social et écolo, il est complètement coupé de. Déjà, il est hyper urbain. Et en fait, ils ont un truc un peu de justice sociale, décoloniale, etc. Mais très très abstrait, très hors sol. Ils ont pas beaucoup de prise en fait dans des luttes territoriales, etc. Et en fait, ils ont du coup un discours assez hors sol, assez abstrait. Et du coup, c'était aussi intéressant de voir le retour de camarades dans d'autres pays, quoi, qui disaient mais en fait, nous, on trouve que ce pari-là, il est quand même assez intéressant, quoi, de venir investir à cet endroit-là pour venir y porter aussi une bataille politique à cet endroit-là, quoi. Ouais. Vas-y, excuse-moi. Non, mais c'est bon. Après, sur le truc chrétien, en fait, je pense que tu as raison, mais c'est vrai de toute la gauche, en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça va au-delà de la question du mouvement écolo, c'est que la gauche est empreinte de valeurs chrétiennes. Après, on pourrait avoir une grande discussion là-dessus. Mais... Ce que je trouve intéressant, c'est que ça rejoint aussi les propos qu'a eu Horia Boutelja, notamment avec Friot, sur l'ancrage, quoi, de ne pas mépriser. Alors, effectivement, l'extrême droite a beaucoup joué sur cette idée d'enracinement, mais avec un rejet de l'autre et de réfléchir de comment penser l'ancrage dans un territoire, l'environnement, sans céder aux aspects réactionnaires. Je te laisse la parole, Azadi. Oui, justement, c'est parfait que tu dis ça, je voulais en parler. La question de l'enracinement et du déracinement, vous en parlez très bien dans le livre. J'aime bien aussi l'apport historique, toi tu le fais souvent, Jojo. Je sais que tu aimes bien parler de l'histoire des paysans. Et c'est vrai que le déracinement des paysans, c'est un truc qu'on ne connaît pas forcément. Et quand on prend en compte, notamment dans certaines parties du livre, le déracinement des paysans, déracinement au sens propre du terme, et aussi au sens, comme Simone Veil le disait, un déracinement aussi, une aliénation vis-à-vis de la terre, donc son moyen de subsistance, et le rapport qu'il a avec la terre. Et vous, je voulais juste revenir sur le livre, ce que vous ne cessez de faire dans le livre, et je sais dans vos actions aussi, dans votre vie politique, c'est les enquêtes sur le terrain. C'est-à-dire que vous passez votre temps à vous dire, dans le livre, on sait, et moi je le sais de par votre connaissance, à vous dire, ok, qu'est-ce que les gens sur le terrain font, qu'est-ce qui se passe, quel vivier il y a, qu'est-ce que ça implique qu'il y ait telle autoroute sur telle zone rurale, etc. Et donc vous partez de là, et donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous essayez de combler un constat qu'on peut faire, qu'on peut tous faire ici autour de ce micro, c'est l'idée que, et t'en parlais très bien Elsa, tu disais, il y a tout ce côté-là où on est un peu loin de ce qui se passe. On peut dire des termes, on peut être puriste et dire facilement, oui, on est pour une écologie décoloniale, on est pour telle chose ou pour telle chose. Vous, au contraire, c'est un truc, nous, on excède. Les puristes du type, on va avoir les takes les plus propres, les plus clean. En fait, nous, ce qu'on aime bien ici, nous, à PDH, on a bien avoir les mains sales dans le sens où nous, on y va à fond. Un sujet, les sujets politiques qui peuvent être compliqués. Par exemple, l'antisémitisme qui pouvait exister à un certain moment dans les mouvements pro-palestiniens, et tout un mouvement fait par les populations indigènes pour l'enlever et pour former aussi les gens sur la question de l'antisionisme. Et de la même manière, c'est des parallèles qu'on peut aussi faire, je ne sais pas s'ils valent le coup, mais il y a tout un truc aussi où le truc écolo-puriste, écologie morale, vous essayez aussi de déconstruire, et c'est pour ça que j'aime bien ce qui est expliqué dans le livre, c'est que vous, votre travail, ça s'est fait sur le terrain en disant, à chaque fois que vous allez quelque part, vous n'allez pas, c'est pas les soulèvements de la terre avec leurs 20 000 personnes qui vont à un endroit et qui foutent le bordel. Non, pendant des mois et des mois, il y a tout un travail sur le terrain, et je voulais justement vous poser une question sur ce point-là, c'est pourquoi c'est si important pour vous. Et en plus, on parlait des paysans, il y a toute une partie du livre où vous parlez de reprendre la terre, c'est-à-dire que vous êtes aussi, et là on pourra rebondir sur la question politique et point de vue politique, vous êtes dans on veut agir maintenant tout de suite, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de prendre l'État pour modifier les trucs sur le terrain. Oui, là, okay. Oui, non, mais c'est lié à ça, parce que les enquêtes sur le terrain font qu'ils modifient la vie politique sur le terrain. Et donc je voulais savoir si à la fois c'était vous partez du constat de cette manque de prise sur le terrain, ou est-ce que c'était par juste le fait que vous étiez rassemblés autour d'une paysannerie qui était localement instituée, et ensuite est-ce que c'est une dialectique qui s'est faite, c'est-à-dire est-ce que c'est parce que vous alliez sur le terrain que vous êtes du coup devenu un mouvement qui est plus dans l'action, etc., ou est-ce que c'était votre volonté au début? Donc comment ça s'est fait, cet enchevêtrement entre les enquêtes sur le terrain, les actions, modifier le terrain, etc., parce que vous êtes devenu un truc national, mais de fait vous faites plus des actions locales quand même. Les actions nationales, on les voit, mais...
Bah, il y a une longue tradition dans les luttes, je sais pas, je pense à l'enquête ouvrière par exemple. Et donc effectivement, quand on se dit qu'on veut lutter contre la bétonisation ou qu'on veut empêcher l'accaparement des terres par le complexe agro-industriel, ça implique déjà de saisir ce qui nous fait face. Et donc ça implique un premier travail d'enquête, qui est un travail de cartographie, de compréhension. Là, c'est décrit dans le livre comment, par exemple, marche la filière béton, de l'extraction de gravier, de sable, à la centrale à béton, au camion toupie qui va jusqu'au chantier. Ou, par exemple, quels sont les points stratégiques, les maillons faibles du complexe agro-industriel et à quel endroit on pense juste nécessaire de taper. Et puis aussi, il y a des collectifs qui luttent contre les infrastructures et qui, du coup, déploient un savoir de la lutte et deviennent experts sur la question de l'eau, sur la question du foncier agricole et sur les impacts de ces infrastructures sur leur territoire. Et aussi, l'enquête, ça permet de répondre à les objections qui sont faites aux actions. Tu disais, par exemple, tout à l'heure, ah oui, mais telle plateforme logistique, elle va donner du travail, mais du coup, quel travail, dans quelles conditions, pour qui, quel autre travail serait possible, avec qui, etc. Mais... Non, vas-y. Non, mais je voulais voir si vous finissiez la question, parce que sur la question du travail, je voulais rebondir, mais pour finir sur la question de Azadi, je ne sais pas si vous avez fini de... sur la question du travail, il y a aussi une partie où vous parlez, c'est sur il va avoir en fait besoin de paysans. Grosso modo, il y a un gros parti sur ça. Il me semble que c'est 1 million, non, ou qu'il faudrait de travailleurs agricoles. Et la question que vous essayez de répondre, peut-être qu'on peut en discuter, c'est comment rendre ça sexy? Comment donner envie aux gens de revenir travailler sur la terre et ça me permet aussi d'aborder la question de la technologie parce que en même temps il y a toute une critique de certains usages qui sont faits de la technologie et en même temps, et c'est là où on voit un peu vous êtes un peu plus pragmatique que certains, c'est aussi c'est un confort pour certains, quoi. Il faut aussi prendre en compte que ça facilite le travail de beaucoup d'agriculteurs. Donc comment jouer en même temps avec les avancées technologiques qui ont qui servent actuellement à détruire la terre? Comment les récupérer? Comment donner envie aux gens de faire ce travail paysan qui aura besoin? Parce que c'est une question cruciale, la question de la terre, de la subsistance, de la nourriture. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu, je ne sais pas si vous aviez ça comme référence, le livre de Kropotkin sur la conquête du pain, où il disait que avant de faire la révolution, il faudra savoir comment on va nourrir les révolutionnaires. Juste avant ça, est-ce que vous pouvez montrer votre livre parce que... Non, mais c'est bon, parce ils qu'il y a ont 200 personnes qui demandaient de quel ouais, mais c'est bon, ils ont envoyé et il y a le plan. Il y a le plan. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ouais, je sais pas, sur discuter comment rendre désirable le fait de... Enfin, je pense déjà, le fait d'en faire un objet politique, tu vois, c'est aussi une manière de... Enfin, c'est une manière de remettre cette question-là aussi au centre de nos mouvements politiques, quoi. Et après, je pense que justement, là où on n'est pas un truc de martyr, justement, c'est que, justement, l'idée, c'est pas d'aller venir susciter des vocations individuelles en disant, oui, voilà, il faut mener le travail de la terre parce qu'on identifie que c'est un sujet important, etc. Mais c'est aussi de venir identifier c'est quoi, en fait, je veux dire, c'est le métier de paysan, d'agriculteur, il est extrêmement difficile. On l'a vu, il y a énormément de suicides dans la profession. La révolte agricole, elle est venue aussi exprimer ça. Mais et du coup, c'est que difficile ou c'est c'est le système. Mais c'est le système qui crée le fait que c'est extrêmement difficile aujourd'hui, pour un certain nombre de paysans, que ce soit viable économiquement. Et du coup, nous, je pense, c'est l'idée de venir identifier en fait les verrous à l'installation, à quel point la politique agricole elle favorise pas des installations et du coup de venir avec nos alliés de la Confédération paysanne par exemple venir lutter à cet endroit-là, quoi. Tu veux compléter, Jojo, parce que les questions agricoles c'est Jojo qui les maîtrise, du coup moi je parle pas trop quand on parle de ça. Il y a une rudesse quand même du métier, quoi. Comme disent les anciens, la terre est basse. Ouais. Et ça, même avec les progrès technologiques, etc. Oui, il y aura toujours une... Ouais. Et par rapport, je relis ça à la question de l'enquête, c'est que d'un côté, en fait, si on veut pouvoir se déprendre de quelque chose d'aussi massif que le complexe agro-industriel, dont pourtant on est absolument dépendant, où
ou du béton auquel non seulement on est assez dépendant, mais on peut aussi être attaché. Tu vois, moi, je peux être attaché à cet immeuble, à ce quartier, à cette dalle, etc. Eh bien, il ne s'agit pas juste de dire on arrête tout, quoi. Il s'agit d'aller un peu plus loin. Et du coup, aller un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir-faire et savoir défaire. Et c'est ça la politique ludite du savoir qu'on propose dans l'idée de démantèlement. C'est que d'un côté, il faudrait... d'un côté, c'est pas possible et c'est pas viable un monde où 1,5% de la population nourrit tout le reste. Ça fait forcément des formes de production qui sont toxiques. D'un autre côté, il ne s'agit pas de demander à tout le monde de quitter les villes et de devenir paysan, en fait. Et donc, l'idée, c'est comment certains savoir-faire sont réhabilités, parce qu'ils sont disqualifiés aussi socialement, les métiers manuels. Comment ils sont réhabilités en leur mettant une charge de sens politique et en s'organisant peut-être d'autres manières, plus collectives et tout, faire des expérimentations pour essayer de le partager, ces charges-là. Et donc, ça va être des savoirs très concrets. Comment produire des semences paysannes qui ne sont pas stériles et qu'il ne faut pas racheter tous les ans à Monsanto. Comment abattre ces animaux à la ferme. Comment réparer soi-même ces outils et acquérir des outils sur lesquels on a une autonomie technique. Et ça va être aussi des savoirs défaire. Ça va être comment arrêter un train de maïs qui va vers l'export. Comment mettre hors service une bassine où ça pompe. Et en fait, du coup, pour nous, c'est une question pratique, technique. C'est pour ça qu'on dit que c'est un chantier, la politique de démantèlement. C'est pas quelque chose... Vous voyez, le démantèlement, c'est pas une restructuration capitaliste de l'économie où il y a des ingénieurs qui planifient, qui disent « avant c'était comme ça, maintenant il y a la crise écologique, donc on va faire des transitions pour s'adapter, etc. » C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, qui nous implique tous et toutes, cette perspective de démantèlement. Et c'est pour ça que c'est un savoir-faire de la lutte et pas une expertise. Là, je voyais dans le chat qui disait le retour des experts. Il ne s'agit pas de remettre entièrement nos mains, nos vies et nos destins aux mains d'experts. Au contraire, il s'agit de diffuser, de construire ces savoir-faire et ces savoir-défaire. Je pense aux camarades de l'atelier paysan, par exemple, qui est une coopérative de construction d'outils. C'est ce qu'ils font. Ils font même des innovations techniques. Ils créent des outils qui sont libres de droit et ils font des ateliers dans plein de fermes où ils amènent plein de paysans. Et ça, c'est une forme d'action directe qui n'attend pas des restructurations, des délocalisations, etc., planifiées par des ingénieurs de la bifurcation écologique. Et voilà, c'est ça que je voulais dire là-dessus. D'ailleurs, pour moi, c'était pas une question piège parce que je pense qu'il il est possible de donner envie de retourner là-dedans. Parce que même sur la question de la dureté du travail paysan, on pourrait faire le même parallèle avec le travail ouvrier où tu avais certains travails ouvriers qui étaient très, 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 très durs. Et pourtant, il y avait une fierté de certains ouvriers à le faire parce que d'une, il y avait une puissance politique. Donc là, ça rejoint un peu ce que tu as dit. Et il y avait aussi un côté de fierté d'agir. Et parce que là, on voit que de plus en plus, les bobos ou les classes moyennes, elles sont très contentes. Il y a un retour du travail manuel. Ah, on va travailler le bois, on va travailler le meuble, on va faire nos petits jardins. Et je pense que ça peut faire naître pour des gens de donner un sens, tu vois, de travailler la terre, de vivre avec notre propre production. Je pense que c'est très, très faisable et c'est très réalisable de donner envie à ces gens-là, malgré la dureté de... Je pense pas que ce soit un obstacle, vraiment, la dureté du travail. Ça dépend du sens qu'on lui donne. Je sais pas si... Moi, je pourrais juste rajouter quelque chose. C'est que je pense qu'il y a beaucoup d'ouvriers agricoles qui se rêveraient déjà peut-être en paysans. D'accéder à la terre. Peut-être aussi les ouvriers agricoles, que ce soit dans les abattoirs halal, où il y a beaucoup de musulmans qui travaillent d'ailleurs, notamment en Ile-de-France, c'est une grosse filière, ou même juste pour nous aussi, en tant que musulmans, c'est avoir la capacité de notre propre subsistance et de pouvoir respecter vraiment la question du halal jusqu'au bout. Donc déjà, nous, on a un intérêt peut-être à un certain niveau, et aussi parce que, mine de rien... chez les indigènes, beaucoup sont des paysans qui ont fui le sud, en fait. Donc, il y avait ça. Et pour te répondre encore, Wissam, je pense que chez les... sur la... Bon, bref, j'ai oublié ma question. Qui peut avoir... Ça dépend. Là, peut-être qu'on va revenir sur un propos que vous aviez juste avant, c'est qui peut avoir une terre, il y a un verrouillage de la terre. Mais justement, dans le livre, vous dites que d'ici quelques années, ça va être un vrai enjeu parce qu'il y aura des terres disponibles. C'est ça, en gros? Ça l'est déjà. C'est un vrai enjeu, mais... Alors...
la question de l'accès à la terre, c'est quelque chose de vraiment complexe. Parce que il y a tout un tas... en fait, s'installer paysan, c'est un parcours d'obstacles. S'installer paysan ou paysanne, c'est un parcours d'obstacles. Surtout quand tu n'es pas issu du milieu agricole. Et même quand tu es issu du milieu agricole, les dimensionnements des fermes à transmettre, etc., c'est pas toujours... c'est même souvent compliqué. Ça implique de l'endettement. Ça implique tout un tas de difficultés, quoi. Et la compétition économique fait que les autres vont pas trop t'aider, j'imagine. Ça dépend des endroits et des personnes, mais c'est sûr qu'il y a le fait que les aides soient à l'hectare, ça crée des dynamiques un peu anthropophages où plein de gens veulent manger leurs voisins pour survivre. Parce que s'ils sont pas dans cette course à l'agrandissement, à la rentabilité, et bien en fait ils perdent, ils n'ont pas de revenus, quoi. Mais sur cette question de l'accès à la terre, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il y a la moitié des paysans qui vont partir à la retraite d'ici les 10 ans. Il y a déjà plein de fermes à transmettre. Et que si on ne s'organise pas, nous, pour engager un processus de reprise de terre, ces terres, elles vont soit être ensevelies sous le béton, soit concentrées encore plus entre les mains de encore moins de sociétés agricoles capitalistes. D'accord. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a tout un héritage politique qui est l'héritage politique de ce qu'on a appelé les réformes agraires. Et ça a été au cœur de plein de révolutions au XXe siècle, et même avant, que ce soit des révolutions libérales qui ont aboli le servage, qui ont essayé d'améliorer les conditions paysannes, mais qui ont maintenu la propriété privée, que ce soit des révolutions communistes qui ont essayé de défaire les grands domaines, de faire des redistributions de la terre, mais avec aussi du coup des logiques d'étatisation et de logiques industrialistes qui ont dépossédé les paysans de la terre, que ce soit des révolutions anti-impérialistes ou anticoloniales, où la question de la réforme agraire, je pense en Algérie ou dans plein d'autres pays, étaient vraiment des thèmes centraux de ces luttes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se ressaisir de cet imaginaire pour essayer de construire des contre-pouvoirs locaux autonomes qui font un triple travail. Un travail d'enquête, comme tu disais, de veille foncière, de comprendre quelles terres se libèrent, comment on pourrait s'organiser ensemble pour les prendre par des moyens légaux et ou par l'occupation ou par un subtil mélange des deux. Ils font aussi qu'on pense aussi qu'il y a un travail à faire. On parlait de lutte des classes dans le monde agricole tout à l'heure, d'identification de qui sont les sociétés qui cumulent et qui concentrent le plus pour essayer de construire un rapport de force contre elles. Et donc, cette question de la reprise de terre, c'est vraiment une question politique vaste. Et j'insiste, elle ne concerne pas que le monde agricole, dans le sens où elle rejoint la question de l'alimentation. Et on a tous et toutes besoin de ça. Et elle rejoint aussi la question de la possibilité d'un bouleversement radical. Dans le livre, on prend deux exemples. On prend deux exemples de révoltes récentes dans des colonies françaises, une en Guyane, l'autre à La Réunion, là où personnellement moi j'ai grandi, où on décrit comment, notamment à La Réunion, pendant les Gilets jaunes, il y a un processus insurrectionnel accéléré qui va très très vite, où rapidement toute l'économie est bloquée, les rayons de supermarchés se vident, et plus encore que la répression, plus encore que les miettes qui sont offertes par la ministre de l'Outre-mer qui allonge quelques chèques, ce qui fait que le mouvement s'arrête, c'est que toutes les daronnes, elles ne peuvent plus faire les courses. Ouais. Et donc, considérer que le complexe agro-industriel, c'est une fortification du système capitaliste et que démanteler le démantèlement, c'est défaire une enceinte, c'est défaire les murailles, c'est ça que ça veut dire étymologiquement. Et du coup, ça invite à l'attaquer par plusieurs fronts, quoi, à la fois de l'intérieur, avec les paysans, paysannes, le monde agricole, à la fois de l'intérieur avec les travailleurs et travailleuses du complexe agro-industriel, et c'est très bien que tu n'aies pas des salariés d'abattoirs, etc. C'est des complicités qu'il faut construire. Je pense en Loire-Atlantique, par exemple, il y a plein de paysans qui s'organisent pour l'abattoir à la ferme avec des anciens salariés licenciés de leur abattoir. Et à la fois de l'extérieur, par les bords, avec toutes les luttes qu'il y a contre les méga-bassines, contre les fermes-usines, contre les OGM, etc. Et l'idée, c'est que tous ces fronts sont un peu dispersés et qu'il y a l'envie, à travers les soulèvements, à travers le fait de doter d'un calendrier d'action, de saper ce complexe de manière plus coordonnée. Donc, comme on essaie de le faire, par exemple, sur les bassines, quoi. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver le 11 et le 12 mai à Limagrin, dans le Massif central, pardon, pour lutter contre 2 méga-bassines qui vont faire 2,5 millions de mètres cubes pour 36 agriculteurs. Donc là, c'est vraiment une infime minorité, mais plus qu'infime, des agriculteurs du coin, pour essayer d'empêcher, avant même que les travaux commencent, la construction de cette infrastructure.
C'est pour ça qu'on va se retrouver le 16-20 juillet en Deux-Sèvres et dans tout le bassin céréalier. 14 juillet. Vous Vous notez le chat. Est-ce que vous notez le chat? Pour les bassins. Vous venez, hein. Programme de la saison. Pendant les JO. J'ai une petite question Juste avant les JO. un peu plus légère, mais c'est très, très, très important pour un ami à moi. C'est quelque chose qui le travaille, qui l'obsède. Ça fait plusieurs fois que vous entendez parler d'animaux, d'abattage et tout. Il y aura un peu de viande avec votre écologie? Dites-moi. Je ne vais pas dire le nom de qui ça intéresse. Il y aura un petit peu de viande? On est un mouvement paysan dans lequel il y a plein de paysans et de paysannes et dans lequel il y a beaucoup d'éleveurs, notamment des éleveurs bovins, des gens qui font de la poule en plein air. Et donc, il y a toujours les deux dans nos événements parce qu'il y a aussi la nécessité de manger moins de viande, en fait, si on veut prendre au sérieux Oui. la catastrophe environnementale. Et donc, on essaie de tenir les deux bouts. Ouais. C'était juste une petite parenthèse parce que vous allez sûrement le rencontrer bientôt. On va finir. Il nous reste une quinzaine de minutes. On fait encore 15 minutes. Et pour attaquer un sujet assez compliqué, c'est vous tirez à boulet rouge en même temps sur la social-démocratie, dans les solutions, et en même temps sur votre ami Andreas Malm, sur la position léniniste. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu qu'est-ce qui ne vous va pas là-dedans et ce serait quoi la troisième voie paysanne? La troisième voie paysanne. Je sais pas si on a l'impression de faire une troisième voie paysanne, mais en effet, ouais, dans le bouquin, on a écrit du coup un chapitre sur l'État, sur comment on se positionne par rapport à ça. Et par rapport aux différentes stratégies, disons, du mouvement révolutionnaire, quoi, enfin du mouvement et du rapport des mouvements à l'État. Comment? Pardon. Et oui, disons qu'on a identifié un peu trois stratégies, quoi, qui sont la stratégie réformiste de venir travailler les institutions de l'intérieur pour imposer une planification écologique par le haut, quoi. La stratégie du léninisme, du coup, qui consiste à avoir un soulèvement qui viendrait prendre le pouvoir d'État. Et puis voilà, c'est la proposition du léninisme vert de Andreas Malm de venir imposer des mesures coercitives depuis la perspective de l'État, quoi. Et puis la troisième hypothèse, qui est un peu l'hypothèse territoriale, quoi, où vous voyez l'hypothèse de la désertion, de refuser la prise du pouvoir d'État et venir multiplier des formes d'autonomie au niveau local. Et en fait, nous, on est un peu parti du constat de l'échec en fait de ces trois propositions-là. Et nous, on est un peu les héritiers de ces trois échecs. À la fois parce que, sur la question du rapport à l'État, nous, on hérite aussi d'une histoire à la fois des communismes d'État, historiquement, à la fois plus récemment des expériences de Podemos, de Syriza, etc., qui ont essayé de venir prendre l'appareil d'État pour imposer des transformations à l'intérieur et qui se sont heurtés en fait au fait que, quand on bouleverse pas le cadre de l'économie mondiale capitaliste dans lesquels nos États y sont pris et desquels ils dépendent, en fait, du coup, on peut pas espérer une transformation à cet endroit-là, quoi. Et après, sur la question du léninisme, nous, on est évidemment plutôt animés par une forme de méfiance, en fait, à l'endroit de formes qui sont nécessairement hyper autoritaires, quoi, et qui viendraient imposer par en haut une transformation. C'est pour ça que vous avez bougé la statue? Elle était vers vous. Elle était là-bas. Elle était là-bas, elle se déplace là parce qu'on a une petite statue de Lénine et Marx. On l'avait mis devant eux et elle a été déplacée. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et en même temps, on voit bien aussi les... En même temps, on voit bien aussi les impasses, vous voyez, de l'autonomie matérielle, de la sécession matérielle, etc. Surtout dans la séquence, quoi. Il y a un problème d'échelle aussi. Il y a un problème de... on ne peut pas proposer une généralisation de sécession, de désertion qui viendrait faire des espèces d'archipels. Et du coup, nous, on a une espèce de proposition un peu pragmatique de se dire on est un peu pris entre ces trois propositions-là qui, prises les unes indépendamment des autres, ont quand même plutôt représenté des échecs historiquement, quoi. Et qu'on essaye de tenir une ligne de crête où nous, ce qu'on vient plutôt proposer, c'est à la fois venir renforcer par
nos enquêtes, par nos actions, par toute le tissu des alliances, des réseaux qui se créent en fait dans le mouvement en composant ensemble, et de venir créer des espèces de réseaux de résistance, de territoires en résistance qui sont à même d'avoir quand même une forme d'auto-organisation matérielle un peu conséquente. Et en même temps, de venir continuer à faire des trouées en venant attaquer de manière répétée à des endroits des filières du capitalisme et notamment de l'agro-industrie, quoi. Et c'est pour ça que vous refusez le jeu institutionnel, les élections, tout ça, que vous êtes, que vous C'est prononcez notre pas. terrain. Ouais. Notre terrain, c'est celui de l'action concrète, quoi. Après, il y a une grande diversité de sensibilités dans le mouvement et c'est ce qu'on essaie de mettre au jour dans ce texte, c'est le fait qu'il y a des personnes qui croient en ces différentes hypothèses, mais qui sont aussi conscientes de leurs limites. Et du coup, tout l'enjeu, c'est comment on crée un maillage de contre-pouvoirs locaux qui soit assez proche pour pas se bureaucratiser, mais quand même assez fort et coordonné pour faire face à des choses aussi puissantes que l'État, l'Union européenne, le marché global et tout. Et ça, on prétend pas avoir la réponse, on prétend juste essayer de poser le problème pour aider les unes et les autres et inviter les unes et les autres à débattre et à réfléchir. Mais en tout cas, c'est sûr que, comme tu l'as dit, le but des paradoxes, c'est que c'est pas notre paradoxe que à nous. C'est un paradoxe du mouvement. C'est un truc commun à tout le Et de fait, chacune... on pense pas non plus qu'une somme de petites alternatives éparpillées, elle suffit. On pense pas non plus qu'un pouvoir fort, ce soit désirable. Et on navigue là-dedans. Et on se dit que si le préalable à agir, c'est de se mettre d'accord là-dessus, vu la situation et vu la puissance de ce qui est en face, ça va pas marcher. Vu surtout depuis combien de temps on n'est pas d'accord sur ça, quoi. Oui. Du coup, vous abandonnez pas totalement l'hypothèse du lénisme vert ou l'hypothèse du parti dans un contexte de fascisation. En fait, on dit que ces hypothèses coexistent parmi nous. Et après, qu'elles ont quand même des grosses limites, quoi. Par exemple, l'hypothèse du... Enfin, je sais pas. Si on fait un peu d'histoire, vite fait, quand même, ils avaient un parti, une force. Pour préciser que vous portez la parole des soulèvements de la Terre dans leur diversité et pas de votre solution à vous, pour que les gens comprennent aussi la problématique des réponses que vous devez apporter. Oui, et juste pour appuyer, après je te laisse parler, il faut que les gens comprennent que dans le livre, on comprend aussi la diversité d'opinions et que c'est pas forcément uniforme. Et justement, un mouvement qui s'est créé de manière aussi diverse, et vous appelez ça la composition, fait forcément moi je trouve ça aussi remarquable d'être aussi capable d'être sur ligne de crête sans avoir eu d'implosion, parce que ces questionnements-là que vous posez, ils existent depuis des décennies dans tous les mouvements politiques. Et là, depuis combien de temps que ça fait que vous existez? D'ailleurs, c'est 3 ans. Depuis 3 ans, ça tient quand même. Vous arrivez à tenir debout. Après, j'imagine qu'il y a des débats en interne, c'est pas facile tous les jours. Mais il y a quand même la question de ce que vous reprochez au léninisme vert. Ça, c'est ça qui m'intéressait. C'est le truc. Je dis pas que c'est faux, mais le truc classique de l'autoritarisme du léninisme qui dévie en stalinisme, en fait. C'est toujours un peu le même truc. C'est pas que ça, mais c'est souvent ça. Et en même temps, il y a l'idée que la ZAD, les modèles type ZAD, vous dites que même si certains viennent de cette histoire d'élite-là, c'est pas possible pour le côté national. Et donc ça touche à un des points que je voulais vous poser aussi ce soir, c'est... Vous dites vous-même tout le temps dans le livre, et les sommaires disent tout le temps, que vous êtes un maillon d'une machine beaucoup plus large qui vise à détruire et remplacer le capitalisme par autre chose. Autre chose, on ne sait pas encore ce que c'est. Vous le savez. Et surtout, les soulèvements de la Terre prouvent qu'en étant dans l'intersection entre différentes luttes, vous savez que vous ne pouvez pas vous le faire tout seul. Donc ça pose la question des alliances, et ça pose aussi la question de, à terme, jusqu'où on va comme ça. Donc les deux questions que je voulais vous poser, c'est que où on va comme ça, parce que vous naviguez souvent par action, j'ai l'impression. On fait cette action-là, il n'y a pas forcément... Est-ce que par exemple, vous avez des objectifs dans 5 ans? Est-ce que vous dites, dans 5 ans, on aimerait telle chose? Et deuxièmement, quelles alliances vous faites? Quelles alliances vous voudriez avoir? Dans quelle perspective? Notamment, là, c'est l'occasion pour moi de parler vous féliciter là, en live, de votre position sur la Palestine. Vous avez eu un communiqué le 15 octobre, il me semble, c'est ça? Qui était vraiment excellent sur la question palestinienne, soutien au peuple palestinien dans son moment de résistance.
Et c'était assez rare pour souligner d'un mouvement écolo qui est aussi pro-palestinien, aussi virulent. 15 octobre, en plus, c'était pas facile. C'était une semaine après 7 octobre. Donc vous voyez, ça revient aux questions des alliances. La deuxième partie de ma question. Et la première question, c'était les perspectives, en fait. Parce que si vous êtes entre la ZAD et l'Église verte, mais du coup, où est-ce que vous naviguez? Vous allez vers où? C'est la question que je me pose. Sur la question du léninisme vert, moi je pense que je pense que c'est. Après, là, je le dis d'un point de vue personnel, je ne parle pas au nom du mouvement. Oui. Je pense honnêtement que c'est une hypothèse qui est ni réaliste ni désirable. Et que par contre, les soulèvements de la Terre ne se situent pas à cet endroit-là. C'est-à-dire que nous, on n'a pas une proposition de restructuration globale de l'État et du capital. Nous, nos propos, ils sont arrimés aux luttes. Et nos pieds, ils sont dans le mouvement et dans les luttes. Et en revendiquant une forme d'autonomie des luttes. Par exemple, moi, on est quand même assez en débat avec les propositions d'Andreas Malm, qui, lui, voit une articulation stratégique entre le mouvement qui doit porter au pouvoir un gouvernement qui viendrait imposer le léninisme vert. Je pense que nous, là encore, je parle en mon nom, mais je pense que nous, on défend plutôt une forme d'autonomie en fait du mouvement social. Et après, parmi nous, dans le mouvement, il y a des gens qui, bien sûr, vont voter. Il y a des gens qui ont des approches plutôt de réformisme radical. Et puis, il y a des gens qui sont clairement issus aussi d'une tradition révolutionnaire et pour qui cette stratégie, c'est pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que non, les soulèvements de la Terre, on ne porte pas la proposition stratégique du léninisme vert. Et après, plutôt, j'ai l'impression que sur le rapport à la question de l'État, dans nos revendications, en fait, dans les mots d'ordre qu'on porte et avec nos alliés dans les soulèvements, c'est plutôt de l'ordre de retrait de l'État et des industries, c'est-à-dire de suspension en fait de leur nuisance. Par exemple, dans le cas des bassines, on demande un moratoire sur les projets de bassines, quoi. On demande un moratoire sur les projets autoroutiers sur l'ensemble de la France. On demande une suspension des projets, en fait. Et donc, plutôt, on demande une forme de retrait de l'État et des entreprises de leur mainmise sur nos existences, ce qui, bien sûr, on va dire, c'est une position anarchiste un peu basique, quoi. Mais ça ne nous empêche pas du tout, par exemple, avec nos camarades de la Confédération paysanne, de porter avec eux aussi des revendications très précises sur une restructuration de la politique agricole commune ou des aides à l'installation, etc. Tant que ces revendications, pour nous, elles nous, comme une sorte de critère, quoi, qu'elles nous aident dans la construction d'une forme d'autonomie politique matérielle. Mais c'est sûr que notre proposition, elle ne se situe pas à l'endroit d'une construction stratégique vers une prise du pouvoir comme le défend Andreas Malm, par exemple. On est en débat avec lui à cet endroit-là, quoi. Et donc, ce qu'on se donne, c'est des objectifs stratégiques de moyen terme qui peuvent agréger des personnes qui ont différents points de vue sur cette question du rapport au pouvoir ou à l'État. Par exemple, si on se bat pour arracher un moratoire sur la question des bassines. S'il n'y a plus de bassines en construction demain, ça oblige à une restructuration, ça induit une restructuration de toute la céréaliculture intensive. Et c'est un maillon très stratégique du complexe agro-industriel qui fait que ça implique un bouleversement, un changement de modèle assez fort. De la même manière qu'il y a plusieurs projets en ce moment contre des routes, et c'est pour ça qu'on va se retrouver le 8-9 juin à Castres-Toulouse pour lutter contre le projet de la 69. L'idée, c'est que si y a une multiplication de ces résistances et qu'on arrive à suspendre la plupart des programmes routiers en France, ça pose quand même un changement, un acquis. Et en fait, l'idée, c'est quand même d'arracher des victoires localisées, certes, mais qui, de fil en aiguille, permettent de renouer avec l'idée que c'est possible, parce qu'on en manque cruellement de victoires. On en a eu par ailleurs un certain nombre. On a fait tomber un certain nombre de projets toutes ces dernières années avec les luttes territoriales et d'autres mouvements. Mais là, l'idée, c'est d'amplifier ça et de l'amplifier en constituant des coalitions de lutte et en faisant que celles et ceux qui luttent contre une autoroute à Castres-Toulouse, contre un contournement routier à Rouen ou contre la RN 88 dans le centre de la France, pensent une stratégie commune. Et c'est pareil sur la question du complexe agro-industriel, de constituer des fronts communs qui dépassent le pas dans mon jardin et qui viennent poser des revendications structurelles qui sont portées à l'échelle nationale. Et la deuxième idée sous-jacente à ça, c'est que quel que soit ce qu'on pense de la crédibilité et possibilité d'une alternance politique, on peut quand même se dire que ce qui semble poindre, c'est plutôt une fascisation, et que face à ça,
ce qui est nécessaire, c'est une culture de la résistance. Et que le fait d'organiser des actions directes de masse sur une base régulière, d'avoir son propre calendrier qui consiste pas juste à répondre à des réformes et à chaque fois à la fin elles passent, et ben pour nous ça contribue à une dynamique de réappropriation de la puissance, d'éducation populaire et à poser un rapport de force et à renouer avec des gestes qui ont été très forts historiquement. Ouais, j'aurais une dernière question. Je ne sais pas si vous avez peut-être une dernière question. Moi, c'est juste sur la fascisation. Je me disais, est-ce que vous craignez... Comment ? Est-ce que vous craignez, ça sera pour moi la dernière question, est-ce que vous craignez la puissance de ce qu'on appelle l'écofascisme et la possibilité que ça puisse convaincre non seulement dans les classes paysannes, mais aussi dans le monde rural et plus largement dans le monde écolo. C'est-à-dire qu'ils peuvent convaincre les gens d'allier en même temps une lutte écologique mais dans un projet qui paraît plus accessible avec l'option fasciste. C'est sûr que en tout cas, je ne sais pas si c'est l'écofascisme, mais en tout cas, c'est sûr que là, l'extrême droite, et notamment le Rassemblement national, ils sont en train de bosser sérieusement cette question, quoi. Ils sont en train de développer aussi tout un discours sur l'écologie, qui vise à opposer le bon sens rural, de l'identité française des campagnes et des zones périphériques contre les bobos urbains, hors sol, etc. Et en vrai, ils sont en train de se mettre en branle aussi sur cette question de développer une écologie réactionnaire. Alors après, je ne sais pas si on peut appeler ça écofascisme, mais en tout cas, ils sont en ordre de marche sur ces questions-là, quoi. C'est que d'un côté, il y a une certaine conception de la nature qui débouche sur des formes fascistes et réactionnaires d'écologie. Par exemple, croire qu'il y a des hiérarchies naturelles, par exemple, entre les hommes et les femmes, ou entre les races, etc. Ou tout ce qui est darwinisme social, quoi. Et ça, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a été hyper présent dans toutes les cultures fascistes au XXe siècle et qui revient en force avec toute cette idée de grand remplacement, de qu'il y aurait un biotope, je sais pas quoi, naturel des populations humaines et tout ça. Mais d'ailleurs, il y en a qui disent qu'ils ont été les premiers écolos avec tout aussi un discours anti-moderne, anti-technologique. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui peut séduire les gens. Et donc, ça implique un truc que vous essayez de faire, vous, sur vos champs et qu'on essaye de faire aussi sur un autre, ça implique une bataille pour l'hégémonie culturelle. Et c'est ce qu'elle disait, la camarade, de ne pas laisser la question de la terre ou de la critique de certaines formes de la modernité à l'extrême droite et de porter l'idée d'un ancrage ou d'un enracinement non réactionnaire, ouvert, qui porte un truc d'hospitalité, de lien avec où depuis ton lieu, tu es aussi en lien avec le reste du monde, même si tu défends ton lieu. Et que voilà, donc ça c'est quelque chose quand même qui nous tient à cœur. Et donc il y a d'un côté ce truc d'écofascisme, et de l'autre côté il y a un peu aussi cette histoire de fascisme fossile, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout et à dire les premiers à périr, ce sera notamment les populations du sud global, les marges et tout, et puis nous on partira sur nos vaisseaux spatiaux avec nos puces dans le cerveau, etc. Et on sera sauvés. Et donc, on est effectivement, c'est pour ça que l'idée de défendre une écologie radicale, anticapitaliste, anticoloniale, qui se donne une perspective, qui se donne pour perspective un basculement, un bouleversement radical, c'est quelque chose qui nous semble important d'occuper ce terrain-là. Vous avez un dernier mot pour conclure, c'est tout bon ? Eh ben, écoutez, si vous voulez ajouter un dernier mot. Rendez-vous. Merci de nous Il y a eu 50 dates là, donc rendez-vous quand en fait ? C'est quand le prochain Peut-être on refait le prochain, peut-être, je sais pas. Juste déjà le prochain. Un dernier mot au chat, juste envoyer le flou, l'argent, PDH, on a besoin. D'ailleurs, j'ai vu un don Tipeee de 100 €. Je voudrais remercier la personne, je sais pas qui c'est, donc merci beaucoup. La prochaine date de rendez-vous mais les trois. La prochaine date, c'est le 11 mai, c'est la semaine prochaine dans le Puy-de-Dôme. Ah bah. Après, c'est le 25-26 mai à l'île Saint-Denis contre le projet de l'Empire Logistique Green Dock. Et après, c'est le 8-9 juin à Toulouse contre le projet de l'A69. Et puis après, c'est cet été pour le village international de l'eau contre les méga-bassines. Et puis voilà, rendez-vous aussi dans les choses à construire pour la suite, quoi.
Et je rappelle aussi le livre, la sortie du livre. Il y a la caméra là qui va le pointer, je pense. Donc, Première secousse, c'est bien ça, Première secousse, les soulèvements de la Terre, édité à la Fabrique. Allez-y, foncez, vous verrez qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas discutées, mais c'est vraiment, ça ouvre des pistes de réflexion. Et ce que j'aime beaucoup, c'est comme tu dis, j'ai l'impression que vous acceptez de tâtonner, quoi. On tâtonne, on voit, on ouvre les débats et on discute. Et je pense que ça va faire beaucoup parler le livre pour tout ça. Et ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Elsa, merci Jojo, merci Azadi, merci Ahmed, merci à toute l'équipe technique, merci tout le monde, merci. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Et on est très fiers d'être les premiers pour la sortie du livre, encore une fois. Hein. C'est vraiment un plaisir. Voilà, merci beaucoup. Et on se retrouve peut-être jeudi avec Samir pour un petit live tranquille. Et la semaine prochaine, il me semble normalement, mais je vais pas dire le programme parce que c'est pas sûr. Non. Voilà, ouais. Je vais pas dire le programme parce qu'on est vraiment pas sûr. J'ai pas envie que vous soyez déçus si on change. Merci beaucoup et à très vite. À la semaine prochaine. Et le retour. Excusez-moi, on est de retour. Allô. Apparemment, on a oublié de parler quelque chose. Je sais pas si vous êtes là. On a oublié de parler. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de parler ce soir de aussi les choses chouettes qu'on a fait avec UP là depuis la fin de l'année dernière. Ah mais on savait pas. Mais dites-nous. Oui, voilà. Dites-nous. Du coup, avec Urgence Palestine, dont on a commencé à avoir quelques liens avec des camarades, on a lancé une campagne d'action décentralisée le 17 et 18 février. Contre Carrefour, partout en France. Donc, par le comité rennais, le comité local rennais des soulèvements de la Terre, qui a été repris par des comités parisiens et qui a été appelé par UP et au niveau national et qui a été aussi localement parfois rejoint par des comités départementaux de la Confédération paysanne. Voilà, Carrefour qui du coup finance Tsahal et implante des entreprises dans les colonies, notamment en Cisjordanie. Et du coup, voilà, il y a eu un week-end d'action décentralisée qui était du coup intéressant aussi dans les alliances que c'est venu nouer, même si c'est aussi balbutiant. Il y a eu une trentaine d'actions partout en France avec cette composition-là, parfois conf locale, comités locaux des soulèvements de la Terre et Urgence Palestine. Voilà, et on a bien envie de continuer voilà, le travail avec UP sur voilà, aussi d'autres enjeux. Et voilà, on rêverait de voir advenir un genre de coalition, vous voyez, comme disait Jojo tout à l'heure, autour de la question du désarmement, mais qui pourrait être pensée aussi depuis la question, à la fois depuis la question écolo, comme nous on le pense, mais aussi sur la question des armes de la police et des violences policières en métropole, dans les quartiers. Donc, une action commune de Palestiniens, d'écolos de soulèvement de la Terre et des luttes contre la violence de la police. Tu veux que Darmanin fasse une syncope, en fait. Là, il y a leur pire cauchemar. Mais ce que je trouve intéressant, et c'est un signe de l'époque, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on a passé l'étape d'il y a 5-6 ans où tout le monde appelait à la convergence des luttes et ça restait dans les blablas, faut la convergence des luttes. Et là, il y a des actions concrètes et notamment la Palestine. Donc c'est quelque chose à saluer. Merci. Est-ce que c'est sûr de terminer? On l'espère tous. C'est dommage de ne pas le dire ici. Ah bah oui, mais quand même. C'est content, hein. T'as donné. Ailleurs en Europe, ça a beaucoup divisé certains mouvements écolos. Ah ouais, la Palestine. Et que nous, ici, quand même, on a réussi... après de longs débats et de longues discussions internes, à prendre une position dès le 15 octobre et à rappeler le fait que la colonisation de peuplement, c'est une première forme d'accaparement de la terre et de l'eau. Et que encore là, pour la journée de la Terre, récemment, il y a eu une des plus grosses prises de terre en Cisjordanie. Et c'est quelque chose qui résonne pour tous les paysans, toutes les paysannes du monde et pour toutes les personnes qui s'intéressent à la défense de la terre. Mais puis, tout simplement, l'industrie militaire, dans la destruction du vivant, on fait pas mieux. C'est-à-dire que Gaza, c'est rasé, quoi. Il n'y a plus rien qui vit, il n'y a plus rien, c'est mort. Donc c'est ça qui me fascine aussi, de ne pas voir le lien. Ouais. Oui, il y a aussi le pompage de l'eau, il y a aussi tout ça. Après, moi, je suis toujours un peu dérangée avec ce genre d'argumentaire. C'est qu'on a vu aussi beaucoup d'écolos chercher à justifier, vous voyez, dans des termes écolos, les raisons de s'impliquer contre le... Oui. Bon, en fait, d'accord, les gens, ils ont des identités politiques, c'est de la compare et tout ça, mais en fait, je veux dire, c'est pas une question de trouver un motif écolo, c'est juste une question de sens politique et de grille de lecture politique.
Non. On je suis d'accord. va inviter YouTube. Alors là, lui, il vous a dit vous êtes trop anti-impérialiste. Elle vous dit vous êtes trop écolo. Non, mais c'est très bien. Non, c'est très bien. Ah oui, mais c'est ça la ligne de crête, on plaît à personne. Non, mais c'est parfait, on est totalement d'accord. C'est le Eh verre ben, de l'islam. merci. Merci tout le monde, merci beaucoup, merci. Et là, on s'arrête, c'est bon, c'est tout bon. On s'arrête et on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci, Salut. bonne soirée. Le flou.